Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors c'est pas une vidéo intégrale ni complète puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de l'introduction du podcast qui va suivre. Mais j'ai fait une petite introduction, donc c'est une petite expérience que l'on fait puisque je vais diffuser sur la chaîne YouTube ce podcast. J'ai fait un sondage sur la chaîne YouTube et que la majorité a décidé que ce podcast pouvait être diffusé sur la chaîne YouTube. Il s'agit d'une interview de Grégory Lebras qui est infirmier anesthésiste dans un centre régional de lutte contre le cancer à Bordeaux. Dans son interview, vous verrez, on parle de tout, de trail, d'ultra-trail, mais également de l'implication de la famille dans la préparation, dans les entraînements d'un ultra-trailer. Et le cœur de son interview, c'est le Tour des Géants, cette course qu'il a effectuée et qu'il a finie. 330 km, le tour de la vallée d'Aoste avec plus de 24 000 mètres de dénivelé. Et également d'autres sujets comme cette cagnotte qu'il a créée pour le Tour des Géants et qui va permettre de lever des fonds pour la recherche sur les sarcomes. Voilà, c'est la première interview que je diffuse sur la chaîne YouTube. Je verrai si je vais renouveler l'expérience. Vous pourrez retrouver bien sûr cette interview sur toutes les plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Podcast. Si vous êtes chez vous, prenez une petite tasse de café, une petite tasse de thé, de ce que vous voulez d'ailleurs. Installez-vous tranquillement. Si vous êtes sur votre home trainer, je vous laisse tranquillement avec l'interview de Grégory, l'Ultra Trail Puissance 330. Je commence à descendre un col, il neige, mais vraiment il neige bien comme il faut. Et là je vois une frontale en face de moi. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? On était une équipe et on avançait ensemble. Des fois il n'y avait pas besoin de mots, il y avait juste un regard, une énergie, une tape sur l'épaule. Enfin voilà, c'était une équipe quoi. C'est l'ultra en fait, c'est vraiment ça, mes puissances 330. Je suis avec Grégory Lebras. Bon, je peux t'appeler Greg. Ouais. C'est un peu familier, c'est comment ça va mon grand, mais je vais être plus précis. Comment ça va mon géant? Écoute, ça va beaucoup mieux qu'il y a 3 semaines à l'arrivée du Tour des Géants, du coup, parce que c'est un peu ça dont on va parler ce soir. Ouais. Voilà, j'ai bien récupéré, j'ai bien dormi. J'ai encore des séances de kiné et d'ostéo pour me remettre des petits pépins et encore, on en parlera probablement, mais j'ai pas eu beaucoup de pépins physiques sur la course, donc voilà, je vais bien. Voilà, on aurait fait cet enregistrement il y a 3 semaines. Je suis pas sûr que j'aurais pu tenir plus de 10 minutes parce que j'étais vraiment très fatigué, mais là ça va super bien. J'ai bien récupéré, j'ai même recouru hier, donc nickel. Greg, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bien sûr, ouais. Moi donc du coup, je vais pas répéter mon prénom, mais moi j'ai 39 ans, bientôt 40. Je suis marié, je suis papa de 2 petits garçons de 5 et 8 ans. Je fais de l'ultra depuis 2018. De l'ultra trail du coup, et puis voilà, sur le plan professionnel, j'ai 2 casquettes. Il y en a une où voilà, je suis infirmier anesthésiste à l'Institut Bergonié, je pense qu'on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, et puis celle aussi du versant, comme j'ai été formé à l'hypnose dans le cadre de voilà, de ma spécialité et de l'accompagnement des patients au bloc opératoire, du coup j'ai essayé aussi de développer un petit peu l'hypnose. En tout cas j'essaye depuis 1 an de développer voilà, l'hypnose pour les athlètes, qu'ils soient professionnels ou non professionnels. Voilà, et du coup ça s'appelle Hypnosis Sport, et voilà un petit peu dans les grandes lignes un petit peu voilà ma présentation. Dis donc, quand je vois une activité, une vie professionnelle bien remplie, je me dis mais à quel moment tu arrives à t'entraîner, dis-moi Greg? Justement, c'est le fruit un peu de ces 6 ans d'expérience, hein. Parce que gérer l'entraînement avec justement tout ça, la vie de famille, la vie pro et tout ça, la manière dont je m'entraînais il y a 6 ans, c'est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Donc voilà, il y a eu des remises en question et une prise de recul aussi sur ce que je voulais vraiment faire dans ma pratique. Et du coup, voilà, je crois que là, j'ai trouvé le bon équilibre, tu vois, au bout de 6 ans. Donc, c'est quand même, c'est pas de la tarte, on va dire. Voilà, c'est une discussion, voilà, des compromis. Il faut, voilà, beaucoup de communication avec les proches, avec la compagne, et voilà. Et puis, je pense que là, maintenant, au bout de 6 ans, on a trouvé l'équilibre, donc c'est super, c'est top. Et tu me disais 2018, c'est l'Ultra Trail, mais j'ai envie de remonter un petit peu sur Greg un petit peu avant, en termes de sport, avant de te mettre à la course à pied. Quels sont les sports que tu as pratiqués? Alors avant de me mettre au trail, j'ai joué 20 ans au rugby déjà. J'ai commencé en Bretagne puisque je suis breton. J'ai
Je suis venu sur Bordeaux pour le travail, mais j'ai joué pendant 20 ans au rugby. Je me suis blessé au cervical, j'ai eu vraiment un petit coup de flip. Donc j'ai dit stop, ça suffit, j'arrête. Et voilà, et j'ai voulu me recentrer un petit peu sur moi-même d'une manière un peu égoïste, mais j'ai voulu faire quelque chose de plus pour moi, d'être moins, comment dire, aspiré par le collectif et voilà, et c'est l'état d'esprit d'un sport collectif. Et donc, je me suis mis au triathlon dans un premier temps pendant 2 ans, mais après, j'ai eu mon premier petit garçon, donc ça n'a pas trop fonctionné parce que voilà, c'était trop. Et puis après, je me suis dit, je vais revenir sur voilà, mes premiers amours et la course à pied. Donc voilà, le premier marathon, ça a été en 2014. Et puis voilà, le deuxième marathon en 2015. Et puis après, j'ai quitté la route pour me consacrer uniquement qu'au trail parce que c'est vraiment là-dedans que je me suis épanoui et que j'ai trouvé voilà les valeurs dans lesquelles j'aspirais et tout ça quoi, voilà, vraiment. Justement, tu parlais des valeurs, je rebondis un peu là-dessus. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, de plus dans le trail par rapport à la course sur route, hein? Mais le côté un peu, déjà le partage, déjà c'est quelque chose voilà, c'était quelque chose d'important, la solidarité. Alors c'est des choses aussi qu'on retrouve dans le rugby, hein, bien entendu, mais voilà, il y avait des choses voilà que dans lesquelles je me retrouvais, et puis aussi le côté épicurien quoi. C'est on fait du sport et puis après on peut se permettre aussi de boire une bière ou voilà, sans non plus se prendre la tête et dans un esprit de camaraderie aussi qui est chouette quoi. Et voilà, moi c'est ça qui m'a plu en tout cas. Voilà, après il y a plein d'autres choses qu'il y a dans notre sport sur lesquelles on pourrait aussi revenir en termes de valeurs, mais principalement c'est celle-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une distinction entre le trail et l'ultra trail. J'ai l'impression que c'est quand même deux mondes différents. Je parle en termes peut-être d'effort physique. Comment, dans son esprit, on se dit, écoute, je vais aller courir 80, 100, 160 km plutôt qu'un un petit trail, entre guillemets, de 10, 20 km. À quel moment on se dit, allez, là, j'ai envie de basculer sur des kilomètres à 3 chiffres, quoi. À quel moment on se dit ça? Alors, juste pour revenir sur ce que tu dis, c'est que entre le trail et l'ultra trail, effectivement, il y a un gap déjà sur le nombre de kilomètres, on est d'accord là-dessus. Après, en termes de capacité physique, tu sais, quand tu cours quand même 40 km avec du dénivelé à la montagne, c'est quand même intense. Et un ultra trail, c'est vrai qu'il n'y aura pas la même gestion liée aux allures, liée à la manière dont on vit la course. Alors après, quand on joue des podiums, c'est très probablement différent et j'ai pas du tout ces facultés pour pouvoir en parler, ni cette expérience-là. Mais c'est vrai que malgré tout, même s'il y a des points de divergence on pourrait penser qu'il y a vraiment un delta énorme, mais en fait pas vraiment. Il y a quand même beaucoup de points communs. Il y a plus de points communs que de points d'écart entre les deux, quoi. Donc voilà, ça c'était juste pour revenir sur ce que tu disais au début. Et puis après, comment est-ce qu'on fait pour après arriver à des chiffres, par exemple comme le Thor, 330 km. Après, c'est pareil, c'est un parcours, c'est une démarche voilà, de ce qu'on a envie de vivre dans son sport, de ce qu'on a envie de vivre comme émotion, de partager. On parlait de partage, mais de partager aussi avec les autres sur des épreuves comme ça. Et c'est pas parce que y a un mec qui va faire 160 bornes que le mec qui en fait 20 ou 30 le dimanche, par exemple, il a pas autant de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Chacun a ses propres défis, chacun a ses propres rêves. On est tout le temps dans une comparaison aux autres parce que lui il fait ci, lui il fait ça, mais en fait ce qui compte vraiment c'est ce que soi on a envie de faire. C'est par là. C'est aussi une forme d'épanouissement personnel en fait. Il faut y trouver son compte. Donc il y a des gens qui vont trouver leur compte d'en faire 20, 30, 40 km dans la performance, dans le sport détente, tranquille. Et puis il y en a d'autres qui vont trouver qui vont s'épanouir dans l'ultra, dans des 100 bornes, dans des 80, dans des 100 bornes. Et puis après, oui, après un 330, c'est aussi le fruit d'une expérience de 6 ans. Et jamais j'aurais tenté le Tour des Géants en 2018, par exemple. C'était une évidence, quoi. Enfin, c'est à partir de 2019 où ça a commencé un peu à trotter dans la tête. Mais avant ça, il y avait le Grand Raid de la Réunion qui, pour moi, c'était mon rêve ultime que j'ai réalisé en 2022. Et puis après, il y a encore d'autres choses que j'ai envie de réaliser. Mais le Tour des Géants, c'était quand même quelque chose de... Voilà, je voulais y arriver, je voulais y participer en ayant de l'expérience, en ayant acquis de l'expérience, avec un bagage, en ayant vécu des choses sur les courses
que ce soit au niveau de la météo, en termes de dénivelé, en termes de technicité, de parcours et tout ça, et voilà, et de pas arriver les mains dans les poches. Salut les gars, je vais faire le Tour des Géants, voilà, parce que j'ai décidé que j'allais le faire. C'est un peu ce qui s'est passé, mais j'avais de l'expérience, quoi. Et c'est ça que j'avais envie d'aborder aussi avec toi, c'est cette expérience, c'est comment t'es monté, toi, crescendo, effectivement, parce que tu me dis 2018, ouais, en 2024, on a fait quand même sur 6 ans, on est passé jusqu'à 330 km, là, c'est quand même un truc énorme. Et en termes de course, tu es passé par quelle grande course que tu as faite? Déjà en 2018, Ouais. c'est ce que je disais, j'avais le Grand Raid de La Réunion en ligne de mire. C'était vraiment, et c'est ça aussi qui fait que ça a changé ma manière de m'entraîner, c'est que j'étais focus tous les jours, je pensais qu'à ça, le Grand Raid, le Grand D'accord. Raid, le Grand Raid. Donc en 2018, je me suis dit: «OK, tu veux faire de l'ultra, c'est ce vers quoi tu aspires, et dit, bah, tu vas te mettre une bonne tartine dans la figure, tu vas te mettre», donc je m'étais inscrit aux 110 km, c'est en Dordogne, tu le tentes. Alors, je m'étais entraîné correctement, hein, je crois que j'avais mis entre 6 et 8 mois, pareil, pour bien me préparer. Et je me dis, de toute façon, ça passe ou ça casse. Si tu veux faire le Grand Raid de La Réunion, il y a un moment, il va falloir savoir ce que tu as dans le ventre, il va falloir savoir ce que tu es capable de produire et de voir le niveau de motivation que j'ai pour faire le Grand Raid de La Réunion. Bon, c'est passé. Et je me suis dit, bon, écoute, c'était une superbe aventure, difficile parce qu'il y a eu des conditions météo aussi encore, de la pluie, en veux-tu, en voilà. Et ça m'a pas dégoûté. Je me suis dit, putain, mais c'est dingue, en fait, ce que tu peux ressentir comme, déjà, en termes d'accomplissement de soi, même d'estime de soi, de confiance en soi. Tu te dis, waouh, putain, j'ai réussi à faire ça quand même, c'est pas rien. Donc là, tu touches à quelque chose. Et puis après, j'ai continué, j'ai fait des classiques, j'ai fait la Saint-Élion, j'ai fait les Templiers, l'Endurance Trail des Templiers. J'en ai fait plusieurs, mais toujours, voilà, au fil de l'eau et de ce que j'avais envie de faire, quoi. Jusqu'à arriver au Grand Raid en 2020, où ça a été annulé. Je l'ai fait en off, vraiment sur le tracé de l'ancien parcours. Donc on partait du sud de l'île, donc de Saint-Philippe, et on faisait vraiment la diagonale. Donc on a été jusqu'au volcan, et après on a repris le tracé officiel de maintenant. Donc ça, c'était en 2020, avec 2 Réunionnais avec qui je suis encore en contact, avec qui on a lié des liens vraiment très très forts, parce qu'il a fallu aussi se débrouiller pour les ravitaillements pendant tout ça, parce qu'il y avait le Covid, et l'île de la Réunion était un peu épargnée. Et puis en 2022, j'ai pas lâché l'affaire, hein. En 2022, je me suis inscrit, et puis voilà, et puis j'ai terminé avec un ami, et ça a été aussi, encore une fois, une aventure humaine incroyable et de partage. Je te suis sur le réseau depuis quand même quelques temps. J'avais suivi cette aventure de 2020. Tu avais fait des vidéos sur les Instagram. Il y a une vidéo sur YouTube que j'ai faite à l'époque où j'avais encore la motivation de, voilà, et puis voilà, donc puis aussi je l'ai faite parce que c'était quand même voilà, c'était un peu particulier, parce qu'il y avait aussi quelque chose de très intime derrière tout ça, qui était aussi un hommage pour ma mère que j'avais perdue, et l'ultra, justement, ça a été un formidable moyen, un formidable exutoire pour aussi me débarrasser de beaucoup de choses, de beaucoup de choses que j'avais gardées en moi, et que j'avais besoin de libérer. Et l'ultra, ça a été ça a été mon moyen à moi de me libérer. Tu vois, on revient au point de départ où, en fait, chacun doit trouver aussi son compte. Et moi, ça a été ça. Après, le Tour, ça a été autre chose, mais en tout cas, le Grand Raid, pour moi, c'était ça, quoi. Est-ce que le plus fort, c'est pas celui de 2020, avec l'adversité, dans les conditions où tu étais? Il n'était pas organisé, il n'y avait pas de ravito, il a fallu que tu te débrouilles par toi-même. Puis c'est l'année où normalement, tu aurais dû le faire de manière officielle, qui a été annulée c'était avec le Covid, hein, c'est ça? Oui, le Covid, ouais. Est-ce que c'était pas plus fort, ce off, presque, que celui de 2022? Là, comme ça, je saurais pas dire. Les deux étaient forcément différents. Ouais. Mais dans les deux, c'était extrêmement fort ce que j'ai vécu, avec ces gens-là, avec Thierry et Roland. C'est un jeu de mots en plus, hein, il s'appelle Thierry et Roland. C'est pas mal. Et puis Fabien en 2022, ça a été 2 aventures complètement différentes, mais d'une richesse incroyable, vraiment humainement. Voilà, ça me laisse des souvenirs et des images plein la tête, et des choses que, voilà, je garderai, et qui m'ont permis aussi voilà, d'évoluer en tant que personne. Et donc peut-être un tout petit avantage à 2020, parce que ouais, c'était vraiment l'aventure. On était vraiment en mode aventure, et on avait vécu une sacrée aventure, parce qu'en plus, en montant en volcan, on a eu des conditions météo mais exécrables.
s'est perdu en pleine nuit, enfin, alors que bon, ils connaissent quand même, hein, comme leur poche, la Réunion. Donc il y avait ce côté aventure qui peut-être donne un tout petit avantage à 2020 si je devais faire un choix, mais les deux c'était superbe. De toute façon, c'est une magnifique course, que ce soit la Mascareignes ou le Bourbon ou la Zambrocale. Enfin, l'île, elle est incroyable. Enfin, les gens là-bas sont fabuleux. Enfin, je peux que vanter les valeurs qu'il y a à La Réunion. Enfin, c'est une île incroyable. Enfin, d'ailleurs, j'y retourne probablement l'année prochaine. Donc, c'est que. D'accord. Donc, il y aura une troisième fois. Alors. Normalement, ouais. Ouais, normalement, oui. Mais voilà, il faut avoir le dossard. Donc, c'est autre chose, ça. C'est notre aventure aussi. Effectivement. L'accueil, tu le dis, les paysages, c'est juste à couper le souffle. Ouais. À titre personnel, ça fait partie de mes objectifs. Je crois que c'est un trailer en rêve, c'est juste magnifique. Et on parlait j'avais l'impression que en 2018, tu avais cet objectif de Diagonale des Fous, pour les raisons que tu as abordées par rapport à ta maman. Tu avais une histoire, il y avait quelque chose à écrire avec l'île de la Réunion. Quand tu as fini cette Diagonale des Fous, est-ce que tu t'es dit, je suis arrivé à quel terme? Est-ce que je suis arrivé à quelque chose au sommet de l'Ultra Trail, ou c'est dit, c'est qu'un début pour autre chose? Avant l'édition de 2022, j'avais déjà ce coup d'avance de me dire, si tu la termines après, ce sera peut-être le Thor. J'avais déjà ça en tête. J'avais déjà le Thor en tête. Mais comme j'ai déjà aussi le Marathon des Sables en tête, comme j'ai aussi peut-être la Swiss Peaks, mais dans quelques années, vraiment, là, ça sera en année, parce que on y reviendra. Mais pour mes enfants, par exemple, ça a été quand même, et ma compagne, ça a été compliqué la semaine pendant le Thor. Et on parlait c'est pas des concessions, mais des compromis. Et ce compromis-là, je peux pas me permettre juste d'être égoïste et de faire revivre ça. Par exemple, l'année prochaine, je dis, je vais faire la Swiss Peaks. Non, c'est pas concevable. Ils sont encore trop petits. Donc, c'est quelque chose qui sera dans plusieurs années, peut-être, si la santé le permet aussi. Hein, on sait pas de quoi demain est fait. Donc, mais voilà, c'est vraiment quelque chose. J'ai des coups d'avance, quoi. Il y a plein de choses qui me donnent envie. Mais voilà, chaque chose en son temps aussi. Il faut vraiment préserver aussi ses proches. C'est important, surtout dans des épreuves comme ça où on part une semaine complète et où il y a du danger, parce qu'il ne faut pas aussi se voiler la face non plus. Donc, moi, j'ai envie de les préserver aussi. Donc oui, il y aura d'autres aventures, comme j'ai des choses qui me donnent envie. C'est peut-être le conseil qu'on pourrait donner, c'est peut-être ça la recette, en fait. Parce que, alors moi, j'ai ressenti, à plus petite échelle, c'est quand j'ai fait mon premier marathon, j'ai dit, t'as fait le marathon, et puis en fait, et après, il y a quoi? Et si, je crois qu'en fait, c'est ce qu'on peut retirer de ce que tu viens de nous dire, c'est avant de finir, de faire un gros objectif, est-ce qu'on serait pas déjà en train de se mettre un autre objectif pour justement pas tomber dans la sinistrose ou on peut parler de forme de dépression? Se projeter vers l'avenir, en tout cas, parce que comme on est des passionnés, et puis c'est pareil, par exemple en prépa mentale, la fixation d'objectifs, c'est quand même quelque chose d'important, parce que c'est quelque chose qui te permet de maintenir ta motivation. C'est ce qui te permet d'être toujours en mouvement, en fait, et d'être toujours de pouvoir voir ta progression. Enfin, il y a plein de choses qui sont importantes, et de se fixer des objectifs, c'est ce qui te permet aussi de vivre ta passion dans le temps, en fait. Donc il y a des gens qui vont être très progressifs dans leur évolution, d'autres qui vont aller un peu au gré du vent, qui vont au gré de leurs envies. Chacun est différent après, mais c'est vrai que c'est important d'avoir toujours cette vision d'ensemble un petit peu, tu vois, de ton parcours, et d'essayer peut-être pas de voir à 10 ans, mais tu vois, 1, 2, 3 ans, tu vois, d'avoir un petit peu de pouvoir se projeter, en fait. Et c'est ce qui te permet, en fait, de maintenir ta motivation, et puis toujours avoir du renouveau, de jamais tomber dans une routine. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, tu parles même déjà, toi, d'envisager de faire ce grand raid de la Réunion, et tu prendras le temps qu'il te faudra, mais très probablement que tu vas y tendre, parce que c'est pas quelque chose d'irréalisable. On est plein à l'avoir fait. Il faut des fois prendre un peu plus de temps pour être prêt physiquement, parce que c'est une course qui est exigeante, bien entendu, mais en le prenant d'une manière cool, et si on a envie vraiment de vivre l'événement, de profiter aussi. Bon, bien sûr, il y a les barrières horaires, mais cette course, elle est accessible. Elle est accessible, vraiment. Pour l'instant, tu es dans les prémices de ce que tu veux faire. Alors, peut-être que tu as une idée déjà, tu vois, en quelle année tu veux la faire. Mais ce que je veux dire, c'est que d'avoir toujours ces petits coups d'avance, c'est ce qui te permet aussi de rester dans une bonne dynamique, quoi.
et de pas tomber. Alors peut-être que la dépression, c'est peut-être un mot un petit peu fort, bien que ça existe, hein. Par exemple, les sportifs professionnels en fin de carrière, si c'est pas anticipé, il y en a certains qui tombent de très haut, hein, puis avec des addictions, des choses comme ça. Donc, faut être vigilant. Après, on n'est pas professionnel. C'est une passion, c'est un loisir. Très certainement qu'il y a des gens qui, effectivement, quand ils font un gros objectif derrière, c'est difficile. Mais si tu as ce petit coup d'avance, justement, si tu as anticipé un petit peu ça, de dire, tiens, après, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh ben, tu restes dans la dynamique. Et du coup, ça te permet de continuer à progresser, à vivre ton sport différemment. Et voilà, et c'est top, quoi, en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu la manière dont je fonctionne. Elle est pas parfaite, hein, mais elle est perfectible, mais voilà, c'est un conseil que je donne, quoi. C'est d'essayer toujours de voir de la progression dans ce qu'on fait et à son niveau, quoi. Je veux dire, il y a des gens, ils savent pertinemment qu'ils peuvent faire des podiums, qu'ils ont la caisse pour pouvoir les faire. Ben, leurs objectifs sont pas les mêmes, mais c'est normal, en fait. Chacun, voilà. Là où il y a problème, après, c'est quand les mecs qui ont vraiment cette sensation pouvoir jouer des podiums, mais en fait, qui peuvent pas le faire. Ben là, ils sont sur des objectifs qui sont trop élevés, et puis du coup, il y a un décalage, et du coup, là, effectivement, tu peux tomber sur des coureurs qui après sont dans un manque de motivation, de confiance en eux, et parce que ils ont fixé des objectifs qui étaient trop. Donc, faut toujours être adapté à son niveau, et puis avoir l'humilité pour se dire qu'est-ce que je peux vraiment faire sur un trail ou sur un ultra, quoi. D'ailleurs, je crois que le trail, ça appelle vraiment à l'humilité, hein. C'est dans des moments comme ça où effectivement, il faut être humble, et on le ressent très très vite d'ailleurs. Et oui, effectivement, tu parlais de se projeter, d'imagerie mentale. Et j'ai voyé une autre chose aussi, parce que tu l'as dit aussi, quand on fait des formats comme ça, on implique également sa famille et ses proches, puisqu'il y a une préparation. Alors effectivement, fixer peut-être des objectifs sur 2-3 ans, c'est aussi peut-être préparer sa famille, de se dire voilà, c'est sur 2-3 ans aussi. C'est pas le mois prochain, chérie, je pars sur un ultra, je vais me préparer, débrouille-toi avec les enfants. Ouais, ça s'anticipe. Alors après, à la maison, c'est souvent ah punaise, qu'est-ce que tu as encore comme idée? Mais bon, oui, je lui dis voilà, par exemple, en gros là, le Grand Raid de l'année prochaine, on est déjà un peu dans les starting blocks. On sait qu'on va sûrement partir en vacances après les 2 semaines. On va rester sur l'île, donc il y aura du bon temps, en fait. Après, ce sera des vacances en famille, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas fait là-bas. Donc voilà. Mais oui, tu as raison. En fait, c'est aussi une manière de préparer un peu l'entourage, et que aussi ils puissent se projeter. Parce que oui, comme tout à l'heure, tu m'as posé la question, comment est-ce qu'on fait pour tout imbriquer? Après, il y a des choix, il faut aller courir tôt le matin ou tard le soir, mais vraiment capitaliser sur ces jours de repos. Enfin, voilà. Donc, c'est toute une gymnastique et tout un emploi du temps qu'il faut organiser. Mais voilà, après, moi, c'est vraiment un sujet que j'aime bien aborder, parce que je pense qu'il y a beaucoup de coureurs, et j'ai été comme ça à une époque, hein. On est bille en tête, on a envie de faire ce qu'on a envie de faire. Et en fait, le reste du monde n'existe pas. Donc, en fait, on est dans une espèce de spirale infernale où, en fait, faut aller courir, faut aller courir, faut aller courir. On parle que de ça, on parle que de ça, on parle que de ça. Et puis, en fait, il y a un moment, tes potes, ils te disent, et même ta compagne, mais tu t'es saoulant, en fait, c'est chiant, en fait. C'est pénible à vivre, quoi. Et en fait, il y a un moment où, tac, tu dis, bon, les gars, alors arrête un peu. Parce que là, vraiment, faut que tu écoutes ce que tes proches te disent, quoi. Parce que sinon, après, c'est quoi? On se sépare, et puis tes potes, si tu les vois plus, parce que voilà, non, c'est pas, non. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas de cette manière-là que je le concevais. Mais ça a pris du temps, pour que tu réalises aussi, hein. Tout n'a pas été parfait aussi, et voilà, il a fallu taper du poing. Enfin, en tout cas, c'est pas moi qui ai tapé du poing sur la table, mais ma compagne a tapé du poing sur la table, quoi. Elle a dit, écoute, maintenant, ça suffit, quoi. Donc voilà, et bon, après, quand on a des sentiments forts pour une autre personne, on l'écoute. Si vraiment on y tient et qu'on n'a pas envie que les choses s'effritent. Alors, je dis pas que les gens parce que ça arrive, hein, il y a dans l'entourage, on connaît tous, hein, des gens qui ont fait du triathlon, très longue distance, de l'ultra, et puis en fait, voilà, le noyau familial, il s'est éclaté, quoi. Donc moi, c'est pas ça que je voulais, quoi. Donc c'était hors de question. Oui, c'est bien de préparer, entre guillemets, mais ça se discute aussi. C'est pas pour l'année prochaine, je fais le Grand Raid de la Réunion, mais si elle est pas d'accord, il faut trouver le compromis.
c'est ça aussi, quoi. Après, par exemple, 2026 ou 2027, j'aimerais bien faire le marathon des sables, mais il faut que ce soit possible. Tu vois, c'est tout ça aussi, quoi. Enfin, bon. Mais elle le sait, on en discute. Mais on en discute. Et après, on voit, quoi. Bon, il y a des fois, je te cache pas, il y a des fois, j'ai déjà vu avant qu'on en discute. Elle est pas là ce soir, elle pourrait me le dire, mais ça reste quand même encore exceptionnel, quoi. Que je dise, je fais ça et puis je discute pas, quoi. C'est discret. Ton épouse fait de la course à pied, du sport peut-être? La course à pied, c'est pas trop son truc. D'accord. Non, elle est plus dans le yoga, là, elle est au Pilates, par exemple. D'accord. Plus dans ces choses un peu, voilà, mais toujours proche du corps aussi, avec, voilà, c'est autre chose. Enfin, voilà. Mais après, elle aime bien, on a regardé les JO, on a adoré regarder les JO. Enfin, elle aime le sport, mais pas de la même manière que moi, quoi. Effectivement, parce que c'est pas simple d'expliquer la course à pied, le trail, quand on n'est pas dedans. Et justement, je vais un peu rebondir sur ce que je voulais te demander. On parlait de plaisir. C'est vrai que la course à pied, c'est aussi un plaisir solitaire parce que c'est là où on va ressentir des émotions, des sensations et tout un tas de choses. Est-ce que tu as écrit un livre sur ta diagonale? Est-ce que c'est ta façon de verbaliser les choses, de partager avec tes proches d'une façon différente que par la communication verbale? Et je voulais que tu me parles un petit peu de ce livre que tu as écrit sur la Diagonale des Fous. Ouais, en fait, tu as un peu synthétisé un petit peu tout, hein. Ouais. L'idée vraiment première pour laquelle j'ai écrit ce livre, ça a été pour mes enfants. D'accord. J'avais envie de leur laisser, parce on est de passage, hein, j'avais envie de leur laisser, le jour où je serai plus là, de leur laisser quelque chose, mais autre qu'un compte en banque ou 4 murs, tu vois, enfin, pour synthétiser un peu les choses. Bien sûr. J'ai envie qu'ils aient quelque chose, un témoignage de ce que j'ai vécu pendant cette aventure, mais aussi je parle de leur naissance, je parle de mon évolution dans le sport, du rugby, de la course à pied, tout ça. Donc initialement, c'était pour mes garçons. Et puis après, en fait, ça m'a fait énormément de bien de l'écrire pour aussi déverser des choses. Parce que je parle de ma mère, parce que je parle de plein de choses. En fait, ça m'a soulagé, ça m'a fait du bien d'écrire. Et puis après, oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté, peut-être que si mes proches, ils le lisent, peut-être qu'ils comprendront un peu mieux pourquoi je fais ça et qu'est-ce que je vais chercher en faisant ça. Et voilà, et puis bon, on verra, quoi. Mais tu vois, en gros, c'est vrai que c'est un peu ces trois piliers qui m'ont un peu emmené et qui m'ont permis de faire ça. Et puis c'était une super expérience aussi, c'est quelque chose que j'aurais fait une fois dans la vie, j'aurais écrit un livre. Qui est resté dans la sphère privée, mais qui est quand même une expérience, encore une fois, en prépa mentale, par exemple, l'écriture, c'est un très bel exercice. Mmh. Voilà, qu'on peut faire, pour se projeter sur des objectifs, pour se projeter sur un geste technique. En même temps qu'on fait de l'imagerie mentale, on peut écrire les choses. Des fois, on va chercher des mots-clés pour que un athlète puisse se reconcentrer ou retrouver de l'énergie, juste avec des mots-clés, avec des exercices de respiration, par exemple. Donc voilà, l'écriture, je fais une petite aparté, mais l'écriture, ça a été vraiment, encore une fois, un peu comme la course à pied, un moyen de libérer des choses. Et puis bon, je vais pas le cacher, mais je suis déjà en train d'écrire mon expérience du Thor, parce que là aussi, j'ai envie de partager ce que j'ai vécu pendant 6 jours, et parce que c'était une aventure, c'était fabuleux, c'était fabuleux. Vraiment, vivre ça dans sa vie, c'est quelque chose que je regretterai jamais. Il y a eu des moments très, très, très difficiles. Tu vas nous en parler. Ça me procure des émotions encore. Et ça fait plusieurs semaines, ça fait déjà 3 semaines. Il m'a fallu, là, ça fait 1 semaine que je recolle les morceaux, hein, que je recolle les pièces du puzzle pour la chronologie, ce que j'ai vécu, pour réaliser. Et puis parce qu'au début tu étais sur une autre planète, hein, quand tu reviens à la maison, quand tu reprends le boulot, t'es sur une autre planète. T'es tellement fatigué que tu réalises rien du tout. Tu parles, tu discutes, t'as l'impression d'être vidé. C'est pour ça que je t'ai laissé un petit peu le temps, parce que je me suis dit non, on va quand même laisser digérer, parce que il faut se le digérer quand même, parce que quand on va en parler de cet événement, c'est hors norme. Je reviens sur ton livre. Donc ton livre, c'était Ma vie en diagonale, je crois. Ouais, c'est ça, ouais.
tu l'as pas édité. En fait, c'est compliqué. Enfin, Ouais. déjà la question, c'est est-ce que j'en avais envie, est-ce que j'en Ouais. avais l'énergie, parce qu'il faut démarcher encore une fois, il faut contacter des éditeurs. Alors j'ai envoyé 2 courriers, puis bon, j'ai vite compris que ça allait être, voilà, j'allais un peu ramer à contre-courant. Je pense qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses qui passent aussi quand tu connais un petit peu de monde, que tu peux avoir des filons. Là, non, peut-être que je le ferai. Le livre, enfin, la version numérique, je l'ai. Donc, je veux D'accord. dire, je peux très bien lancer de l'auto-édition comme j'ai fait. Ouais. Enfin, je veux dire, le livre, il est encore là, il existe. Et je m'interdis rien. Mais pour l'instant, voilà. Après, s'il y a un éditeur qui écoute ton podcast, bah écoute, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, tu donnes mes coordonnées. On donnera les coordonnées, mais bien sûr, on donnera toutes les coordonnées. Et dans la même trame, dans la même lignée, est-ce que pour le futur, puisque tu viens de nous dire qu'il y aura sûrement un livre sur le Thor des géants, est-ce que tu veux encore le garder dans le cocon familial de tes proches ou peut-être te dire partager ton aventure comme tu es en train de faire, partager un petit peu tes aventures et tu vas nous partager le Thor. Est-ce que tu n'as pas envie de le partager sous forme d'un livre? Mais, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura aussi enfin, en fait, l'objet en fait du livre Ouais. déjà en soi, enfin voilà, c'est quelque chose qui est chouette. Oui, il y aura probablement, je ferai de l'auto-édition pour mes proches. Après, voilà, je sais que j'ai eu des retours aussi comme quoi mon livre piquait les yeux parce qu'il restait des fautes d'orthographe. On verra. Comme j'ai dit, je m'interdis rien. Puis en plus, quand quand tu vas vraiment chez un éditeur, il y a quelqu'un qui le relit, qui le corrige. Voilà. Même avec ça, des fois, il y a des livres où il y a encore des fautes d'orthographe. Mais bon, bref, c'était encore une fois une aparté. Bien sûr. Mais on verra. En fait, je m'interdis rien en fait. Voilà. Après, j'ai tellement eu de bons retours sur ce premier livre. Après, il y a un affect aussi. Les gens qui l'ont lu, ils me connaissaient aussi. Donc, tu vois, c'est un peu biaisé, tu vois. Il faudrait. Ouais. Mais tu vois, bon, il faudrait peut-être que je le fasse lire à quelqu'un qui vraiment ne me connaît pas du tout et qui donne son avis aussi pour voir, voilà. On a très envie de parler de cette aventure hors norme qui est le Thor des géants. Alors, avant de rentrer de plein pied dans le Thor des géants, il faut quand même qu'on parle un petit peu de la préparation, comment tu t'es préparé. Parce que toi et moi, on a un point commun, c'est qu'on habite sur Bordeaux. Et pour se préparer à ce morceau, cette course, c'est même plus une course, c'est une aventure. Enfin, tu diras comment tu qualifieras d'ailleurs, comment tu qualifies le Thor des géants. Enfin, il faut être hyper créatif. Comment on prépare quand on habite dans une région comme Bordeaux, comment on prépare un Thor des géants? On préfère un ultra, pardon, comme le Thor des géants, Ouais. mais comme un grand raid, par exemple. D'accord. Donc là, en gros, pour le Thor, je me suis préparé pendant 8 mois. Ouais. J'ai capitalisé aussi sur toute l'expérience que j'avais cumulée sur les dernières années. Donc ça, c'était des choses aussi sur lesquelles je savais que j'allais pouvoir m'appuyer. Et puis après, c'est encore une fois, c'est pareil, c'est des compromis. C'est-à-dire que je pouvais pas aller tous les week-ends dans les Pyrénées et laisser femmes et enfants à Bordeaux. Donc j'ai prévu. Alors il y a eu 2 ultras, un en juin, un en juillet, et puis un petit format entre guillemets, un petit format, mais sur le GRP. Et puis je crois que je suis allé une fois à la Rune. Et puis après, j'ai fait énormément de séances de renforcement musculaire. Et puis après, voilà, hein, sur les coteaux à Bordeaux, il n'y a pas le choix. Il faut faire le hamster. C'est pénible, mais voilà, on n'a pas le choix, quoi. Après, on y reviendra pendant la voiture. C'est évidemment que ne pas aller à la montagne et ne pas évoluer régulièrement à la montagne, c'est une contrainte. C'est un point négatif pour une course comme ça. Mais je le savais. Je le savais pertinemment que l'altitude, j'allais avoir vraiment des difficultés. Ça a été le cas. Dès que je dépassais 2004, voilà, ça commençait, quoi. J'étais un peu plus essoufflé. Puis bon, voilà. Et puis plus tu montes, et bien plus c'est compliqué. Mais après, c'est pareil, c'est l'expérience. Voilà. Et c'est ça qui t'aide à aller de col en col, hein. Tu dis, voilà, de toute façon, chaque fois que tu fais un pas, ça te rapproche du sommet. Donc, continue à faire des petits pas. Et puis, tu y arriveras au sommet. Et puis, après, ça descend. Et puis, après, le prochain. Et puis, voilà, et tu prends la course comme ça. Mais, donc, oui, voilà, je me suis adapté. On habite Bordeaux, c'est comme ça. Voilà, en plus, on est à l'heure du réchauffement climatique, tout ça. Donc, se taper la voiture, déjà, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Enfin, ouais, bien sûr.
Alors, bien sûr, tu peux prendre le train pour aller jusqu'au Pays Basque et aller à La Rune après en vélo de Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Asquin. Bon, faut se lever très tôt. J'ai des potes qui l'ont fait. Ils m'ont dit, on l'a fait une fois. Hein. On le fera pas tous les week-ends. Donc, ouais, il faut s'adapter. Voilà, ça a été comme ça. Mais comme je disais tout à l'heure, j'ai de la kiné. J'ai eu juste une grosse tendinite. Donc, je pense que que j'ai pas été trop à côté de la plaque. Mais ça me donne quand même envie d'avoir recours à un coach quand même, par exemple, l'année prochaine, peut-être pour faire le Grand Raid de la Réunion. Aussi pour évoluer, tu vois, encore une fois. D'accord. De faire tout de mon côté, à lire des bouquins, voilà, d'avoir vraiment un professionnel, tu vois. Là, j'en ai envie, quoi. J'ai envie d'aller un peu plus loin, d'évoluer. D'accord. Et puis, c'est de te bousculer un peu aussi dans ton entraînement, dans ta manière de faire. C'est important, je pense, de casser la routine. Et c'est bien parce que c'est une formidable lueur d'espoir pour tous les coureurs, ceux qui vivent dans des régions très très plates, se dire voilà, il y a des possibilités. Alors oui, tu as parlé de ces problèmes d'acclimatation altitude, mais on peut aller courir, on peut aller faire des courses en montagne. Voilà, donc le renforcement et l'expérience, ça, c'est les courses aussi qu'on fait. Juste pour te dire, nous on habite Bordeaux, mais j'ai partagé quelques heures, quelques heures avec des Belges. Et je pense que c'est pareil, c'est un peu compliqué. Et ils l'ont fini, tu vois. Et d'accord. Bon, voilà quoi. Oui, c'est possible. Il faut juste réfléchir. T'as pas la montagne. Bon, mais comment tu peux compenser le fait que t'es pas. Alors, je dis la montagne, mais en tout cas du relief. Comment tu peux compenser ça? Et ben, il y a du renforcement musculaire, de la musculation. C'est ça qui t'aide à encaisser en fait musculairement et au niveau articulaire. Ben, après les contraintes qu'il y a liées à la montée, mais aussi à la descente. Et d'ailleurs, tu parles de montagne, mais là, le Tour des Géants, là, on parle de haute montagne quand même, parce que si on doit présenter l'événement, le Tour des Géants, c'est 330 km. Un peu plus, 350, 350 à peu près. 340 et 350, mais après, ça dépend des montres, comme d'habitude. Tu as entre 25 et 26 000 mètres de dénivelé. C'est juste gigantesque. Enfin, imaginez, je pense qu'il y a peut-être des gens derrière le micro qui vont écouter peut-être un podcast de trail pour la première fois. Imaginez, c'est 2 fois et demi l'Everest, c'est 5 fois le Mont Blanc. Enfin, c'est juste énormissime. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc effectivement, ce parcours, c'est un parcours qui fait le tour du Val d'Aoste, c'est ça, en Italie? Exactement. Tu pars de Courmayeur, tu fais le tour de la vallée d'Aoste et l'arrivée à Courmayeur. Donc il y a des gros morceaux à monter, à descendre, mais par contre voilà, tu me demandais d'ailleurs comment est-ce que j'allais pouvoir qualifier cette aventure-là. Il y a le mot aventure, mais peut-être que certains qui nous écoutent ont peut-être vu justement le reportage de François Daen sur justement là qui dure 15 minutes sur son Tour des Géants, qui retrace en 15 minutes 69 heures de course, parce que lui il a mis 69 heures. Et c'est vrai que les Italiens, ils te disent pas bon courage ou bonne course, ils te disent bon voyage. Donc, ça te donne un peu là l'état d'esprit qu'il y a autour de cette course. C'est vraiment une aventure, un voyage. C'est un voyage, bien sûr, autour de la vallée d'Aoste, mais c'est aussi un voyage intérieur. C'est un voyage que tu partages avec des compagnons de route que tu connais pas, que tu connaissais pas il y a 3 jours avant la course, tu connaissais personne. Et tu arrives, ça devient des gens, on va en parler, hein, des personnes, notamment Jean-Marie, Valérie et Julien, avec qui j'ai partagé, je pense, plus de 230 km au moins, je pense, là, de tête. Donc voilà, sans jamais être tout le temps ensemble, mais tu crées des liens voilà, c'est dur à décrire, c'est difficile à décrire, parce qu'il faut vraiment le vivre pour s'en rendre compte. Mais tu vois, depuis 3 semaines, on continue à s'envoyer des messages, on s'est appelé, tu vois, il y a quelque chose de très très fort. Donc c'est vraiment un voyage intérieur, un voyage aussi à travers les montagnes, et puis un voyage avec aussi des compagnons de route, quoi. Mais c'est l'ultra en fait, c'est vraiment ça, quoi. C'est mes puissance 330, quoi. Et c'est ça. J'entends souvent dire certains, c'est un peu une vie en accéléré. Ouais, c'est sûr. Je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais l'avant-course, pour moi, ça a été hyper difficile. Jusqu'à maintenant, c'était assez fluide. J'ai été très occupé, parce qu'on en parlera aussi. Il y avait un projet associatif autour aussi solidaire. Bien sûr. Et qui m'a occupé beaucoup pendant toute la prépa. En fait, il y a eu plein de choses sur la communication autour, tout ça. Donc, ça m'a beaucoup occupé l'esprit. Et voilà, je savais où j'allais, je savais ce que je voulais faire. Et en fait, quand tu arrives à 24 heures du départ, là, c'est dur. C'est dur à gérer. Tu as les doutes.
Et puis après, pendant la course, comme tu dis, il y a les hauts, les bas, voilà, les pleurs, les rires, les fous rires, la tristesse. Enfin, c'est une vie en condensé. Ouais, c'est vraiment une vie en condensé. C'est puissant, c'est très puissant. Et c'est ça qui fait qu'on y revient en fait. Alors, on va y arriver parce que mais c'est comme une drogue. Ah, mais tu vois, toujours plus. Tu vois. Ouais, ben ok. Mais en attendant, je fais de mal à personne. Non. À part peut-être à moi-même, mais ça on le verra dans 20 ou 30 ans. Et puis voilà, et puis je vis ma passion, je vis ce que j'aime, ça me procure beaucoup de bonnes choses. Ça a changé ma vie, la course à pied. Ouais. Donc voilà, je crois qu'il y a un moment, peut-être que c'est une drogue, ou si les gens ont envie de penser ça, qu'ils le pensent. Moi, je suis pas persuadé. On vit juste des choses de la vie qui sont parasitées par les réseaux sociaux, la télé, les infos en continu. Voilà, cette immédiateté qu'il y a tout le temps. Mais en fait, nous, quand on est sur un ultra, mais en fait, on est connecté au temps, on est connecté à la réalité, on est connecté aux gens qui sont à côté de nous. Et en fait, on vit vraiment. Alors oui, c'est quelque chose qui est organisé. Oui, on a un balisage, mais humainement, on vit quelque chose de fort, quoi. Ça nous reconnecte un peu à ce qu'on est vraiment, en fait. C'est-à-dire des gens qui sont là on est sur cette planète pour partager des choses avec d'autres personnes. Et des fois, ne pas être d'accord avec d'autres personnes aussi, ne pas croire en les mêmes choses. Mais voilà, et ça, sur un ultra, ça n'existe pas. Ouais. Donc, il n'y a pas d'histoire de religion, de pays, de quoi que ce soit. On parle peut-être pas la même langue, c'est vrai. Des fois, voilà, il y avait des Malaisiens, des Japonais, je ne parle pas le japonais, je ne parle pas le malaisien. Mais on avait tout ça en commun, quoi. Tout était à plat. Il n'y avait pas d'histoire de lui, il gagne tant par mois, lui, il gagne tant par mois. C'est un peu ce qui est magique dans notre sport, quand même, aussi. Hein. Ah, mais complètement. Après, faut aussi quand même nuancer un peu les choses. C'est que pour participer au Tour des Géants, ça a quand même un certain coût. Donc, soit on a les moyens, ou soit après, on essaie de trouver des moyens pour se faire aider et accompagner. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi parce que ça a vraiment un coût. Donc, effectivement, ça nuance un petit peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire que oui, c'est peut-être aussi quand même malgré tout réservé aussi, en tout cas sur ce Tour des Géants, peut-être à un certain type de population. Mais bon, après, tu vois, par exemple, Jean-Marie, mon pote, maintenant, je vais dire, c'est mon pote. Hein. Lui, c'est ses fils qui lui ont payé l'inscription. Ils lui ont payé le dossard solidaire. Et voilà, donc, tu vois, voilà. Après, quand t'as pas forcément les moyens financiers, tu essaies de mettre en place des choses pour pouvoir faire, en fait. Mais ça tombe pas du ciel, il faut aller les chercher, quoi. Il faut aller les chercher. Donc, effectivement, 1 000 € l'inscription, c'est pas donné. Quand on voit ce que c'est en termes de logistique, en termes de sécurité, d'assurer la sécurité de 1100 personnes, 30 km et en haute montagne, comme tu disais, bon, voilà, ça a un coût. Après, il y a tout le matériel aussi, mais enfin voilà, en tout cas, c'était juste pour nuancer un petit peu. C'est un peu idyllique aussi de dire que bon, mais c'est une réalité quand même. On vit vraiment des choses très très fortes qu'on devrait vivre au quotidien d'ailleurs. Et oui. Et c'est pour ça qu'on y revient assez souvent à ces courses parce que, en fait, c'est un peu comme la drogue. On vient chercher aussi ce petit bonheur, ce grand bonheur même. Exactement. Mais voilà, il y a un coût, comme tu dis, effectivement. Il y a des sacrifices aussi, peut-être derrière. Oui, et puis il y aura peut-être un impact sur ma santé dans quelques années, bien entendu, mais j'en ai pleinement conscience. Voilà, il y a des articles qui commencent à être publiés. J'aime bien aussi quand même aller me documenter sur l'impact que ça a déjà pendant la course au niveau cardiovasculaire, au niveau ostéo-articulaire, tout ça. Maintenant, il faut encore un petit peu je pense, d'études faites par des gens dont c'est le métier, pour voir l'impact que ça aura sur l'organisme dans 15, 20 ans peut-être. Mais c'est sûr, très probablement qu'il y a un impact. Ça, on peut pas le nier en tout cas. Écoute, on va peut-être rentrer un petit peu dans cette course. Ah si, j'ai une petite question. Est-ce que tu as lu le règlement du Tour avant de partir ? Il faut le signer. C'est obligatoire. De toute façon, tu peux pas valider ton inscription si tu n'as pas signé. Donc peut-être qu'il y a des gens qui l'ont pas lu. Mais oui, je l'ai lu, bien sûr, parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez, qui peuvent te faire froid dans le dos un peu. Mais encore une fois, quand tu as l'expérience et que tu sais que tu fais un sport extrême, ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est justement ça, des fois, où il faut faire attention, c'est qu'on a peut-être tendance un petit peu à l'oublier, et la loupe des réseaux sociaux aide peut-être pas non plus à faire en sorte que, attention,
faire un ultra, c'est un sport extrême. Des accidents au mois de juin, il y a eu, voilà, la montagne, c'est pas en short et en tongs, et puis tiens, je vais me prendre en photo, faire un, voilà, c'est un sport extrême, donc faut pas l'oublier. Et effectivement, comme tu dis, dans le règlement et dans la décharge que tu signes à l'organisation, c'est marqué noir sur blanc qu'effectivement tu prends le risque tu peux mettre ta vie en jeu, quoi. C'est l'avant-propos, effectivement, je l'ai noté, c'est d'entrée de jeu, c'est la participation est à vos risques et périls. Voilà. Donc effectivement, alors moi je trouve que c'est bien parce qu'en fait, l'organisation nous montre qu'en fait, il faut faire preuve de responsabilité, de savoir qu'il faut être bien préparé, qu'il y a des risques et qu'on ne peut pas s'engager à la légère sur une course comme le Tour des Géants. Parce que je crois qu'il n'y a pas de qualif. Bon, alors, je crois qu'on te recommande par contre d'avoir fait des courses de plus de 100 km. Il n'y a pas de points. En fait, c'est ton libre arbitre. D'accord, voilà, c'est ça. Tu peux y aller en short et en tongs si tu as envie. Tu peux très bien le faire. Mais je pense que sur les 1082 coureurs qui étaient au départ le 8 septembre, les 1082 avaient déjà une expérience de l'ultra, mais pas une petite expérience, quoi. Ouais, parce qu'il y a la moyenne d'âge. D'ailleurs, c'est des choses que j'aimerais bien connaître. La moyenne d'âge. La moyenne d'âge, c'est des choses intéressantes quand même, parce que ça te donne aussi une photographie du coureur type de ce genre de course. C'est intéressant, hein, à savoir. Mais il y a pas de points. C'est ton libre arbitre. C'est toi, quoi. Et c'est un peu comme ça dans les pays nord-américains. Hein. L'ultra, c'est pas comme nous, hein, où tout est ultra sécurisé parce qu'on sait jamais. C'est un sport extrême. Tu sais que tu vas faire un sport extrême. C'est aussi ta responsabilité. Et j'aime bien cette phrase qui est dans le règlement que j'avais noté, qui je trouve très bien, c'est être conscient qu'abandonner la course est une preuve de responsabilité et que cela peut constituer le meilleur choix. Donc effectivement, je trouve que c'est bien résumé, mais effectivement, alors oui, les capacités sont importantes. J'ai envie de dire, il faut même presque avoir des notions de survie parce que si tu te blesses pendant cette course, il faut être capable de pouvoir se faire les premiers secours. Et je pense que l'expérience rentre en compte et c'est pour ça que, comme tu dis, c'est important de savoir un petit peu le niveau de maturité des coureurs, sachant que je précise pour ceux et ceux qui connaissent pas les formats du Tour, on a plusieurs formats et qui va jusqu'au Tour des Glaciers qui fait 450 km et j'ai plus de 30 000. Il faut avoir fait moins de 130 heures. D'accord. Au Tour des Géants. D'accord, voilà, il y a des conditions. Tu peux pas t'inscrire si tu n'as pas fait moins de 130 heures. D'accord. Et pour le Tour Géant, d'ailleurs, la barrière limite finale, c'est 150 heures. Ouais, 150 heures. Et sachant que tu as d'autres barrières horaires avant sur toutes les bases vies. Bien sûr. Donc, tu as toujours ça quand même à l'esprit. En tout cas, il faut réfléchir à comment tu t'organises pour ton sommeil, parce que effectivement, on parle de sécurité, mais il y a énormément de fatigue puisque tu dors très très peu. Donc et tu vois, moi la nuit l'avant-dernière nuit, à chaque fois j'oublie le nom du col, bon, c'est pas très grave, je commence à descendre un col. Ouais. Il neige, mais vraiment il neige bien comme il faut. Et là je vois une frontale en face de moi. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait là lui, enfin c'est improbable. Il y avait personne, ça faisait plusieurs heures que j'avais personne autour de moi et là j'ai une frontale mais qui m'arrive droit devant, quoi. Et en fait, je tombe sur un Américain qui me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Alors, il me dit c'est en anglais bien sûr. Hein. C'est pas le bon tracé. Il faut remonter. J'ai suivi trois coureurs, mais ils vont pas dans la bonne direction. Et je dis alors, on va s'arrêter 2 minutes. Je lui dis non, écoute là, fais-moi confiance. Là, on descend. Et au bout de cette descente là, je dis on a 9 km. Au bout de cette descente là, il y a une base vie. Enfin, en tout cas, il y a un point de ravitaillement. Ouais. Et puis bon, il me dit ok et tout. Bon, je prends le temps, mais tu commences à avoir froid. Et on est à 2000, je crois qu'on était à 2005 ou 2006. Il neige et puis il fait, je sais même pas combien il faisait, mais tu t'arrêtes 1 minute ou 2, tu commences à avoir froid, quoi. Et en fait, il était tellement fatigué, je pense, on était sur la 5e nuit, hein, mais que tu vois, c'est là encore une fois que l'expérience se joue, quoi. Et la solidarité. Ce mec-là, j'allais jamais lui dire ouais, vas-y, continue, ouais, tu verras, t'inquiète pas, tu vas te planter, quoi.
Non, non, je lui dis, vas-y, tu viens avec moi. Et maintenant, t'arrêtes tes conneries, là. Ouais. T'es fatigué, mange un truc, bois un truc. On y va, on descend, quoi. Bon, après, il y a d'autres choses que j'ai faites aussi. J'ai appelé les secours. On a mis en place une stratégie pour que je puisse aller en bas. Voilà, ça m'a pompé énormément d'énergie, mais oui, c'est à tes risques et périls. Et puis, c'est prendre les bonnes décisions avec une fatigue qui est extrême aussi. Parce que voilà, il faut réussir à garder un œil sur la montre parce qu'il y a les barrières horaires, un œil sur ton sommeil, sur comment gérer ton état de fatigue, et puis un œil sur ta sécurité, quoi. C'était un exemple de ce qui peut se passer, par exemple, voilà, et ça aurait peut-être pu être beaucoup plus dramatique pour lui s'il n'était pas tombé sur moi, quoi. On ne saura jamais, mais tant mieux. Mais c'est aussi la base de notre sport aussi, quoi, de pas laisser quelqu'un qui est complètement confus et fatigué, le laisser à 2006 avec de la neige et démerde-toi, quoi. C'est clair. Et alors, comment on se sent à Courmayeur avant de partir de 330 km Je crois qu'il y a combien 25, 26 cols? Ouais, il y a 25 cols, je crois. Il y a des cols à plus de 3000, je crois. Je crois que le plus haut, c'est le Lozon, qui est à 3300. Et je crois qu'il y en a un ou deux autres. Pour revenir à ta question, tu vois, tout à l'heure, je parlais de la veille où c'était une remise en question, mais complète de tout. Mais de tout, hein. D'accord. Du projet, de est-ce que je vais être capable d'y arriver, est-ce que je me suis bien entraîné, est-ce que je vais pas, voilà. Ah, le matin, le départ, tout est fluide. Tout est fluide. Voilà, à telle heure, tu t'avais prévu de te lever, tu te lèves, hop, le petit déj, la douche, tu te prépares, tac, paf, voilà, et tu te poses pas de questions. C'est aujourd'hui, quoi. De toute façon, c'est là, t'es là aujourd'hui pour ça. Donc, t'as une forme d'excitation, d'émotion, Enfin voilà, là aussi ça a été un moment super fort. Enfin, quand je repense un peu même à l'atmosphère, aux musiques que l'organisation mettait, c'était que des chansons qui me parlaient, que j'adorais. Enfin, et du coup, putain, mais tout, il y a eu les ondes, tout. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais il y avait l'énergie, il y avait tout, quoi. J'étais en confiance. Je dis putain, ça y est, on y est, quoi. Maintenant, vis-le, quoi. Vis-le pleinement. Les questions, arrête et vis-le, quoi. Vis à fond ton truc, c'est de le faire. Il y avait mon projet aussi avec la course du Petit Prince, l'association de la course du Petit Prince. Et puis voilà, j'avais vraiment envie de vivre tellement cette aventure, mais à fond les ballons. J'avais pas d'objectif de chrono, j'en avais vraiment, mais rien à cirer, vraiment. Je voulais vivre mon aventure et terminer. Et c'est ce qui te permet aussi probablement d'être encore plus connecté à tout ce qui se passe autour de toi, quoi. Avant le départ, j'ai tapé sur les épaules des gars et des nanas à côté de moi pour qu'on s'encourage parce qu'on allait vivre, on partait pour 5 ou 6 jours, quoi. Enfin. Mais c'est ça qu'il faut qu'on se dise, c'est que on part pour 5 ou 6 jours. C'est une expédition. C'est immense. C'est juste géant, quoi. Voilà, ça porte bien son nom. Après, en gros, comment tu découpes ta course. Voilà. Si tu veux, quand tu prends le départ, tu te dis pas, bon, bah, il y a 330 km à faire. Tu le sais déjà. Donc, en fait, tu découpes ta course. D'accord. De base vie en base vie. Tu as 6 bases vie. Donc, voilà, tu en arrives à une. Voilà, tu sais ce que tu as à faire. Tu te changes pas. Tu manges, tu dors. Voilà, tu t'adaptes, en fait. Tu es tout le temps en permanence en train de t'adapter, même avec la fatigue. Donc, tu découpes ta course. Donc, tu sais que tu as, en gros, 6 trails de TED à 50 bornes à faire, quoi, tu vois. Et déjà, c'est plus facile. Aller d'étape en étape, tu vois, de découper sa course. C'est plus le même rapport à la distance, quoi. T'es plus dans il y a 330 km. Bon, ben là, allez, on va jusqu'à la première base vie qui était au 47e ou 48e kilomètre. Voilà, c'est ça l'objectif. Tu parlais des bases de vie. Est-ce que tu étais assisté ou pas? Au début, non. Mais en fait, tout à l'heure, je parlais de Jean-Marie, Valérie et Julien. Et Benoît aussi. Il y a eu Benoît après. Valérie, Julien, Benoît et moi, on n'avait pas d'assistance. Si Julien avait sa compagne Léa. Mais au tout début, j'ai rencontré Jean-Marie, il était avec sa compagne. Et sa compagne lui faisait l'assistance. Et puis en fait, elle était là à chaque fois, puisqu'on est restés ensemble. Donc elle a été là sur de nombreux ravitaillements, sur de nombreux bases vie. Et en fait, elle nous a pas vraiment fait l'assistance. Enfin, moi, ça m'est arrivé de lui donner une veste et de la récupérer après. Donc elle était beaucoup plus attentive à Jean-Marie, mais c'est normal, bien entendu. Bien sûr. Mais en fait, ça me fait plaisir d'en parler de Sandrine parce que elle a été là toute la course. Et elle a vécu des émotions, je pense, extrêmement fortes aussi, beaucoup de fatigue cumulée, mais elle a toujours été là avec des mots toujours sympas, toujours le smile, enfin. Et donc non, moi j'avais pas d'assistance, mais en fait c'est devenu un peu mon assistance
par intérim, quoi. Et il y avait Léa aussi qui était là. Enfin, et nous, on était les 4 coureurs, mais il y avait eux deux aussi, quoi. Et elles étaient là, elles étaient présentes. Alors, bien sûr, pour Julien et puis pour Jean-Marie, mais quelque part, bah, elles étaient un peu là pour nous aussi, quoi. Tu vois, des fois, elles allaient nous chercher à boire, des trucs. Enfin, donc c'est pour ça que l'aventure humaine, elle était incroyable, quoi. Est-ce que autour de toi, derrière toi, même si c'était pas là, est-ce qu'il y avait pas une autre force qui te poussait, te motivait? Bah, bien sûr. Bah, on parlait de la famille, mais bien sûr, Ouais. mes enfants, ils étaient hyper contents. Je pense qu'il y avait une forme d'insouciance en eux aussi parce eux, 330 km pour eux, c'est je vais faire une course. Après, ils avaient quand même notion que je partais quand même 10 jours au total. Ouais. C'était à la montagne, qu'il y avait des risques. Donc, Ouais. c'est vrai que mon petit, par exemple, quand je suis parti, bon, il était en pleurs. Je l'ai eu une fois au téléphone, il était en pleurs, mais il y avait quand même cette énergie, il y avait quand même cette envie on a une chanson entre nous. Je dois leur ramener la médaille à la maison, quoi. Tu sais, c'est D'accord. ramener la médaille à la maison. Tu vois, bon, on a notre truc, tu vois. Bien sûr. Et il y avait ça, et puis, enfin voilà, j'avais ma compagne, je lui ai envoyé des vidéos le matin et le soir pour qu'ils aient Ouais. des nouvelles régulièrement. Et puis voilà, après il y a eu des moments difficiles, c'est sûr qu'ils Ouais. te manquent, voilà, bon, t'es loin, t'es dans le dur, bon voilà. Mais après il y avait toute cette énergie qu'il y avait autour du projet de la course du Petit Prince. Et ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que j'étais D'accord. vraiment j'ai laissé mon téléphone. C'est vraiment ma compagne qui gérait les stories et tout ça. Je lui ai envoyé les D'accord. vidéos, elle avait des nouvelles, je l'avais au téléphone, mais après tout ce qui était autour du projet pour stimuler les gens à participer à la cagnotte, c'est vraiment elle qui a fait vraiment un gros boulot durant toute la semaine. Et c'est vraiment dans les derniers jours où là j'avais besoin de trouver de me raccrocher à des choses, des gens des gens que j'aime, mes collègues de boulot, enfin. Et du coup, je suis allé chercher les infos, quoi. Je suis allé chercher les choses. Et j'ai craqué plusieurs fois parce que ça Ouais. m'a énormément ému, mais ça m'a aussi poussé, quoi. Je me suis dit, Ouais. gars, là, vas-y pour eux, vas-y, enfin, pour boucler la boucle de ce projet-là qui était magnifique. Vas-y, quoi. Donc oui, il y avait effectivement, même s'il y avait beaucoup de personnes qui étaient loin, il y a beaucoup de gens qui ont suivi et qui m'ont envoyé de l'énergie, quoi. Mais je le savais, je voyais les pastilles sur mon téléphone aussi, que voilà, ça montait au fur et à mesure de la semaine. Donc c'était voilà, tu te dis ouais, là il y a du monde, quoi. Il y avait cette énergie déjà du groupe. On n'était pas tout le temps ensemble. Il y en a que des fois, alors souvent j'étais dernier, hein, parce que encore une fois, de pas travailler à la montagne, ça t'es Ouais. pénalisé. Mais ils m'ont toujours attendu. Et ils m'ont jamais reproché. Et moi, il y a un moment, je me suis senti trop mal. Je disais, mais en fait, t'es tout le temps dernier, t'arrives tout le temps après. Il y a un moment, je leur ai dit, bon, vous savez quoi, là, stop, moi, je vais arrêter. Je vais plus vous Ouais. suivre. Parce que je vous retiens, parce que je suis un. Et puis, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu dis? Mais n'importe quoi. On était une équipe. Et on avançait. On avançait ensemble. À notre D'accord. rythme, mais on s'attendait. Des fois, il n'y avait pas besoin de mots, il y avait juste un regard, une énergie, une tape sur l'épaule. Enfin, voilà, c'était une équipe, quoi. Et cette énergie-là, elle m'a aussi poussé. Ils m'ont poussé dans mes retranchements, ils m'ont poussé à avancer plus vite, ils m'ont poussé à me dire, mais arrête, enfin, vas-y, quoi. T'es là pour ça aussi. C'est ce que tu avais envie de vivre, donc vas-y, quoi. Donc voilà, il y avait effectivement tous ceux qui étaient loin, et puis il y avait tous ceux qui étaient très proches, que je connaissais depuis quelques heures, et puis ensuite après quelques jours, mais qui m'ont emmené une énergie aussi qui m'a énormément aidé. Même si après j'ai passé 36 heures où on s'est plus vu, mais on s'est retrouvé à l'arrivée. C'était une arrivée fabuleuse aussi, quoi. Comme tu disais, c'est 1 heure, un jour et sûrement ça va être presque une vie quand même après, hein. Je pense que c'est le Ouais, genre de contact oui, que tu gardes. j'espère. Je te le souhaite. Après, la vie, on sait pas ce qu'elle nous réserve, donc Exactement. Est-ce qu'il y a eu des trucs, il y a eu des moments où tu te dis, ouais, non, là, c'est trop extrême, là. Là, c'est pas possible, quoi. il y a vraiment eu, pour vraiment répondre de manière précise à ta Ouais. question, il y a vraiment au kilomètre 78, je Oui. me suis dit, tu vas arrêter. Je me suis dit, tu vas arrêter. C'est très difficile. En fait, on est parti le dimanche à midi Oui. sous la pluie jusqu'au lundi, le lendemain à midi, à peu près, hein. Donc, toute une nuit sous la pluie avec des sentiers détrempés, des cols très difficiles à monter. Alors, le premier, ça a été, mais les 3 suivants ou les 4 suivants, ça a été une horreur. Et heureusement, j'étais avec Jean-Marie et Valérie pour aussi avoir cette énergie-là. Mais clairement, au 78e, je leur en ai pas parlé d'ailleurs, hein. Je me suis dit, là, je pense que vu tout ce qui te reste, ça va être très compliqué. Et on parle encore une fois d'expérience et de bagages et de voilà. Et je me suis dit, attends, arrête.
tu es fatigué, voilà, ça fait plus de 24 heures que tu cours. Va jusqu'à Cogne. Donc Cogne, c'est la base vie du 103e kilomètre. Va jusqu'à Cogne. À Cogne, tu manges, tu te laves, tu dors. Et une fois que tu as fait tout ça, tu choisis ce que tu fais. Mais pas avant. Donc du 78e au 103e, j'ai avancé sans être non plus en boucle sur je vais arrêter, mais en me disant allez, on va jusqu'au 103, on verra. J'ai fait ce que je m'étais dit, j'ai dormi, j'ai mangé, je me suis changé. Et puis en fait, on est repartis tous les trois avec Jean-Marie et Valérie. Et puis voilà, et puis après il y a plus du tout eu de doute sur le fait que j'allais pas aller au bout. C'est la seule fois où ça a failli vaciller du côté on va arrêter, et où j'ai réussi à me ressaisir et à me rappeler encore une fois le sens de pourquoi je faisais ça, pourquoi j'étais là, et de me dire que aussi, et j'y ai pensé à ces patients que je côtoie tous les jours, et à ces patients qui sont atteints de cancer de type sarcome, de me dire il y en a, ils sont actuellement dans leur lit d'hôpital, ils aimeraient peut-être être à ma place parce qu'il y en a peut-être qui sont sportifs, donc tu fais ce qu'il faut. Tu fais ce qu'il faut, et puis voilà. Et voilà, et tu trouves les ressources après. Tu vas chercher en toi les ressources, et puis tu vois, et après ça l'a fait. Et souvent, je pense que ça, c'est une erreur. Souvent, on est tellement connecté à notre corps qui nous fait mal, à notre état d'esprit qui, du coup, est en berne. Et en fait, on se laisse pas un peu de temps. Et des fois, il faut juste aller jusqu'au point suivant, au ravitaillement suivant. Et puis, en fait, ça a évolué, ça a changé. On est dans un autre état d'esprit. Et voilà, et on réussit à surmonter les douleurs, parce qu'il faut, dans ce sport-là, il faut être en combat avec la douleur que le corps t'envoie, hein. Et c'est comme ça, en fait, tu le sais, mais des fois, effectivement, c'est pas évident, et des fois, d'être un tout petit peu patient, juste de se dire, attends un peu, continue, pas après pas, tant pis, tu ralentis ton allure, mais va jusqu'au prochain point, et au prochain point, tu feras le point. Et souvent, le prochain point, c'est 14 ou 15 kilomètres après, donc c'est quelques heures, hein, quand même. Oui, parce que 14-15 kilomètres avec des dénivelés comme ceux que tu as parcourus, effectivement, on est sur du 5-6 heures. Et effectivement, voilà, ne pas regretter, je crois que c'est ça aussi, c'est se dire, mais pas prendre de décisions hâtives. Exactement. Ne pas se laisser happer par les émotions, en fait. Parce qu'elles sont là, elles existent, elles sont là. Mais à la base, ton projet, quand tu l'as commencé, tu fais pour y arriver. Donc, il faut réussir à se détacher un tout petit peu de ces émotions. Elles sont là, ok, elles sont comme ça, elles sont comme elles sont maintenant. Mais peut-être que si je vais un tout petit peu plus loin, peut-être que si je prends un peu le temps, peut-être qu'elles vont évoluer, peut-être qu'elles vont changer, peut-être que mon corps va plus être dans la même dynamique. Tu vois, et c'est tout ça qui fait que. Et puis le fait d'avoir dormi, d'avoir mangé, de t'être changé, douché, et pof, t'es dans une autre dynamique. D'accord. Et après, c'est reparti, tu vois. Et ça, c'est l'expérience aussi. Tu parlais de sommeil. Est-ce que tu sais à peu près combien de temps tu as dormi? J'ai une idée vague, mais je pense qu'on doit être. Allez, si on doit donner une fourchette, je pense que je suis entre 7 et 8h30, 9h sur les 6 jours. Donc, ouais, et sachant que à peu près la moitié, toute cette totalité que je viens de donner là, la moitié, c'est sur les 24 dernières heures, je crois, ou les 48-24 dernières heures. Quand j'ai commencé à me dire, là, bon, arrête, diminue la voilure, parce que je commençais aussi à être très très fatigué, et je commençais à avoir ma tendinite qui me faisait très très mal. Donc j'ai pris plus le temps aussi. Et je pense que ça doit correspondre aussi plus au moment où je me suis séparé de Jean-Marie, Valérie et Julien. Tu les as quittés à partir de quel kilomètre? Au refuge Magia, donc ça doit être à plus de 250. Hein. Tu parlais d'équipe. Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es retrouvé tout seul pendant cette course? Vraiment tout seul? Notamment la nuit du jeudi où oui, j'ai été tout seul, et où j'ai rencontré cet Américain là qui était perdu. Donc là, oui, vraiment sur cette période-là, j'ai été tout seul. Oui, il y a eu c'est sur le jeudi où j'ai été beaucoup tout seul, et puis après j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres compagnons de route. Il y a eu Loïc, il y a eu comment il s'appelle, Alain et Marcel, qui est les deux Belges dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on a rigolé. Enfin, c'est pareil, c'était des moments fabuleux, quoi. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Il y en a qui se racontent leur vie. On se connaît pas. Il y en a certains qui vont se dévoiler leur vie. Ça devient très rapidement des gens à qui on a envie de se confier. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Par contre, je ne saurais pas l'expliquer. Ouais. C'est vrai que par exemple, Jean-Marie, on a beaucoup discuté de nos garçons, de l'éducation, de choses de notre enfance. Enfin, ça se fait naturellement, en fait, parce que je pense que
le lien que tu crées très rapidement, en fait, ça devient, il y a une confiance. Tu le vois tout de suite, si ça va matcher ou pas. Il y a des fois, il y a des coureurs, tu vas discuter, puis après, tu continues, puis puis il y en a, tu vas accrocher, puis tu vas rester avec eux plusieurs heures, plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines, plusieurs jours. Et tu vois, c'est vrai qu'avec Valérie, on a un peu moins discuté, mais il y avait quand même quelque chose, tu vois. Julien aussi, c'était le plus jeune de nous quatre. Et enfin, il était dans une dynamique incroyable. Il a 30 piges. C'était son rêve de faire le Thor. Il l'a accompli en moins de 130 heures en plus. Donc là, il se projette sur le Thor des Glaciers. Mais c'était génial, quoi. Et puis après, il y a eu Benoît aussi, que j'ai rencontré. Enfin, un mec qui habite en Savoie, qui est chef d'entreprise. Et pareil, tu parles de tes enfants, voilà, de ses projets, et lui aussi, en plus, il a des magnifiques projets aussi, Benoît. Puis avec les Belges, on a déconné, c'était génial. Il y a un moment, on se retrouve dans un refuge, t'as des bouts de plastique qui font office de bâche. Du coup, tu déconnes, putain, faudrait qu'on aille à Leroy Merlin chercher de la. Enfin bon, c'est particulier, mais tu rigoles, t'es mort de rire, quoi. Enfin voilà. Donc ouais, je sais pas comment pour expliquer ça, mais il y a un lien très fort qui se crée avec des coureurs plus qu'avec d'autres. Et puis comme tu es dans quelque chose, une aventure qui est hors norme, qui est comme voilà, tu te livres, quoi, en fait. Parce qu'en fait, on a beaucoup de points communs tous ensemble. Ouais, c'est incroyable. D'ailleurs, tu parlais de courses hors normes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les conditions climatiques, de parcours que tu as rencontrées, quoi, sur cette course? C'est très simple, hein. On a eu 3 saisons en 6 jours. Voilà. Et je pense que même l'organisation, je pense qu'ils en revenaient pas parce que c'était la 15e édition. C'est la première fois qu'il y avait des conditions aussi diverses déjà. Et surtout, extrêmes, hein, parce on est parti, je disais, sous la pluie, donc avec des conditions pour pratiquer les sentiers qui étaient pas simples du tout, parce qu'il y a la pluie, mais ça implique, voilà, ça rajoute de la difficulté aux sentiers qui sont déjà très difficiles. Et puis même pour l'état des pieds, tout ça, ça implique d'autres choses. Il n'y a pas que le fait que tu sois mouillé, mais on est tous super bien équipés, donc on le vit plutôt pas mal. Après, on arrive le mardi, il fait 30 degrés, grand soleil, ciel bleu, 30 degrés. Donc tu fais OK, c'est cool. Bon, c'est vrai que c'est chouette. Le matin, le lever de soleil, le soir, coucher de soleil. La journée, ciel bleu, tu as des panoramas fabuleux. Enfin, c'est magnifique. Y a pas de, c'est somptueux même. Et puis, tu arrives le jeudi, et ben là, c'est plus la même, quoi. Il neige. Et il neige bien comme il faut, si bien que tu as une visibilité qui a 10-15 mètres. Hein. Au total, c'est pas évident de voir les balises, tout ça. Et justement, quand j'étais avec l'Américain, il y a un moment, je me suis dit, putain, mais on s'est perdu. Du coup, on est perdus tous les deux, quoi. Puis en fait, bon, non, moi aussi, j'ai retrouvé les petits points lumineux, là, fluorescents qu'il y a avec le balisage. Et puis, la dernière nuit, ça a été, mais non, la dernière nuit, la course a été interrompue au refuge Frassati. Donc, c'est le refuge qui est avant le dernier col. Donc on est à 2005 ou 2006 et après ce refuge-là, il nous reste 300 mètres, 350 mètres de dénivelé positif. Donc le col de Malatra. Et c'est vraiment le col de la délivrance, quoi. C'est une fois que tu as passé celui-là, il reste une difficulté et après tu redescends sur Courmayeur. Et là, on avait, il a beaucoup neigé. Donc les sentiers étaient enneigés, très froid, donc de la glace aussi. Donc, et des vents à plus de 100 km/h, je pense même à plus de 120 km/h. C'était vraiment des conditions météo, mais de furieux. La course, elle a été interrompue la nuit, entre minuit et demi et 6 heures du matin. Donc moi, je suis arrivé au refuge à 5h15. Et à 6h15, ils ont commencé à annoncer aux coureurs qu'ils allaient pouvoir repartir, mais par 5 et avec les crampons. Donc moi, j'ai pas voulu partir au lever du soleil, j'ai dormi et je suis parti vraiment en plein jour, donc il était 7h45, je crois. Et j'ai pas regretté parce que j'avais de la visibilité. Bon, par contre, on prenait de la neige plein la tronche parce que, enfin, ça tombait pas, hein, mais toute la neige qui était au sol était balayée par les vents. Donc en fait, tu te prenais, c'est vraiment très très désagréable. Et puis le vent, ça te déséquilibre, quoi. C'était vraiment. Donc on a eu des conditions, mais enfin faut le vivre pour vraiment, faut le vivre pour le. Il peut y avoir des images, hein, mais
les images, ça te fait pas prendre tous les petits gravillons de neige. Alors, tu prends ça en rafale dans la figure, tu es obligé de mettre le bras devant tes yeux et de regarder le sol pour avancer petit à petit, quoi. Et puis la fin du col, tu la montes, faut t'accrocher aux cordes. Donc c'est ce col-là, en soi, t'as 70% du col qui est pas très compliqué, mais par contre la fin, c'est voilà. Puis avec les vents et tout, c'est le froid. Enfin, voilà. Moi j'ai pas trop souffert, j'étais hyper bien équipé. Enfin, j'ai jamais eu froid à part quand je me suis arrêté pour le jeudi soir dans la neige. Voilà, là où j'ai eu froid, mais je me suis vite réchauffé. Mais donc tu vois, il fallait gérer la pluie, l'humidité, les fortes chaleurs, et puis après tempête. Alors tempête et puis neige, quoi. Donc compliqué. Est-ce que à un moment tu t'es senti en danger? Tu t'es dit là c'est chaud quand même? Il y a 2 moments. Où je me suis dit là mon gars, connecté, quoi. Faut que tu sois connecté à ce que tu es en train de faire, quoi. C'est notamment la nuit où j'ai accompagné l'autre coureur américain. Ouais. Où je disais justement avec la neige, j'ai un moment je voyais pas les balises. Donc là j'ai commencé à me dire, là j'ai pensé à ma famille, là vraiment, ouais. D'accord. Je me suis dit, donc là t'étais tout seul, bon, déjà voilà. Là maintenant t'es 2, dont le mec qui est derrière toi, il est pas apte mentalement, quoi. Donc là j'ai commencé à me dire, bon, j'ai commencé à avoir un petit coup de flip. Ouais. Mais qui s'est vite, voilà, il y a un moment tu te dis non mais reste concentré, reste focus. Voilà, reste lucide. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches la balise. Donc tu balayes un peu avec ta frontale et puis à un moment au loin, effectivement, bon, elle est à 50 mètres, mais c'est vrai qu'avec la neige, voilà, t'as pas la même visibilité. Ouais. Ta frontale, elle a plus la même portée, en fait. Donc là, ça a été un moment, voilà, un peu difficile. Et puis après, ouais, le col de Malade, au refuge Frassati, le son du vent, des rafales de vent sur les vitres du refuge, c'est un bruit sourd, mais vraiment, tu vois, un peu comme un bateau en pleine tempête où ça fait un son vraiment. Et là, tu te dis, waouh, mais dans pas longtemps, je suis dedans. Donc là, c'est pareil, tu te dis, il va falloir être concentré, quoi. Et puis de toute façon, tu sais que c'est le dernier col et après tu termines. Enfin, donc faut y aller. Mais voilà, ça a été vraiment les 2 moments un peu, ouais, où la nuit en pleine neige. Ouais, là ouais, je peux dire quand même si j'ai eu peur. Après moins parce que c'était quand même sécurisé, donc on savait, il faisait jour, tout ça. Donc ouais, il y a eu ces 2 moments là, quoi. Physiquement, est-ce que tu as eu des moments vraiment où ça a été dur? Après le col de l'Entrelore, je crois que c'est le 3e col sur la descente physiquement. J'avais déjà l'impression d'avoir couru plus de 100 bornes, quoi. J'avais l'impression d'avoir plein de courbatures dans le dos, dans les bras, dans les jambes. J'étais haché physiquement. Fatigue. Puis t'as la fatigue aussi. Mais vraiment, ouais, là, physiquement, des sensations d'être passé d'une machine à laver, quoi. Enfin, et c'est là où tu commences à te dire, qu'est-ce que je fais, quoi. Là, tu commences déjà à te. Donc là, ouais, c'était vraiment compliqué. Et puis après, physiquement, ça a été globalement, quoi. Après, bon, voilà, j'ai mon tendon du releveur qui fonctionnait pas beaucoup, quoi. Donc ça fait mal, mais tu fais avec. Vraiment, j'ai fait avec. Enfin, ouais, tu marches, ça fait mal. Bon, bah, de toute façon, tu marches, bah, ça fait mal. Donc, faut continuer. Tu repenses encore une fois à pourquoi tu fais les choses. Et puis, t'adaptes ton allure aussi. Mais vraiment, physiquement, ça a été ouais, peut-être ces 2 moments-là, pareil, où ça a été compliqué, quoi. Sinon, non, quoi. Ça a été vraiment. Est-ce que tu voulais faire part de ton expérience pendant cette course, des choses peut-être insolites que tu as vues? Est-ce que tu as eu des hallucinations? Tiens, ça, parce que souvent on en parle sur les ultras, que certains on voit des trucs très bizarres. Ouais, là comme ça tout de suite, il y a 2 trucs qui me viennent. Ouais, alors oui, pour répondre à cette dernière question, oui, j'ai eu des hallucinations, ouais. Mais je pense que voilà, je les ai plutôt bien gérées. Parce que tu sais que c'est des hallucinations. Donc, alors, je voyais pas. Voilà. En gros, c'était surtout la nuit avec la fatigue. En gros, sur des cailloux, je voyais des visages, des tableaux. Je voyais des personnages avec les arbres. Enfin, voilà. Mais soit des fois des personnages joyeux, des fois des personnages un peu en colère. Mais bon, j'avançais. Donc, bon, voilà. Ça te fait marrer, quoi. Ça te fait marrer.
Et puis non, après, il y a une anecdote, mais franchement, on a halluciné. On était sur un petit point de ravitaillement, vraiment en bas d'une descente, avec un panorama incroyable sur des chaînes montagneuses. Et en fait, dans la nuit, il y a une vache qui s'est égarée d'un troupeau et qui est partie, qui était qui était en haute montagne, mais seule, quoi. Donc, et en fait, ils ont déclenché un hélico. Ils ont déclenché un hélico et, et ils sont venus chercher la vache en hélico. Ils l'ont harnaché, et en fait, nous, on continuait notre chemin. Donc, au moment où on est parti, on était en train de se ravitailler, l'hélico venait d'arriver. Donc, nous, au début, on s'est dit, moi, j'avais vu la vache, mais avec un monsieur à côté, je me suis dit, bon, voilà, il est là. Voilà, quoi, moi, je continue. Et puis, en fait, on entend l'hélico arriver. Donc, au début, on se dit, tiens, c'est peut-être qu'il y a un coureur. Enfin, voilà, ça arrive. Donc, Et puis, en fait, non, ils étaient là pour la vache, quoi. Et donc, nous, on continue. Et puis, au bout d'un moment, on voit l'hélico qui descend. Puis, il revient. Et puis là, on voit la vache sur l'hélico, en dessous de l'hélico. Et on était là, mais on était morts de rire. On n'en pouvait plus. On était là, on aurait vu une vache voler pendant le temps des géants. Enfin, c'était n'importe quoi, quoi. Enfin, en tout cas, c'est improbable. Après, je trouve ça super. Enfin, c'est très bien, quoi. Enfin, ils auraient très bien pu la laisser. Voilà, elle se pète la gueule et puis c'est fini. Mais non, tu vois. Ouais. Donc, je trouve que c'est beau aussi, quoi. Voilà, la situation animale, bah voilà, il s'en préoccupe. Et tu vois, le berger, ça se trouve, c'était le berger qui était à côté d'elle, ou en tout cas le fermier, et voilà, quoi. Donc voilà, c'était un petit truc insolite. Après, il y a eu plein d'autres choses, mais bon, voilà. J'ai pas encore recollé tous les morceaux non plus. Je te vois sur l'arrivée avec ce drapeau breton. Ah ouais, dis-moi, explique-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Bah déjà, pour reprendre un petit peu la dernière descente, j'arrive à être en footing. Je sais pas pourquoi. Incroyable. Je me dis, vas-y, allez, mais arrête. Bon, j'arrête au bout de allez, 1 kilomètre, j'arrête. Je me dis, ouais, vas-y, bon, calme-toi quand même. Il y a les premiers du 30 km qui me dépassent. Donc voilà, il y a même un moment où j'ai commencé à faire un sprint dans la descente avec, je crois, la 3e féminine du 30 km. Du coup, on a rigolé. Enfin, elle était morte de rire. Donc, c'était sympa, ça aussi. Et puis après, tu descends. Je crois que j'appelle ma femme à un moment. Je me mets à pleurer. Enfin, je me dis, voilà, je l'ai fait, ça y est. Enfin, j'arrive. Enfin, je crois que j'arrive pas trop à m'arrêter de pleurer, mais voilà, enfin voilà. Et puis je les entends, j'entends les encouragements, enfin voilà. Et puis je me dirige vers le centre de Courmayeur. Et puis là, en fait, je vois Sandrine qui est là, et avec son téléphone, elle me dit, eh ben alors, t'en as mis du temps à arriver. Excellent. Et je dis, bah ouais, carrément et tout. Et en fait, je vois Sandrine, puis je vois Valérie qui arrive, je vois Jean-Marie, et je vois Julien, il y a Léa. Et en fait, sur les 500 derniers mètres, ils sont avec moi, ils courent avec moi, ils m'encouragent. Enfin, il y a une vidéo que je garde, que je regarde de temps en temps encore, parce que, enfin, c'est incroyable. Et ils sont là avec moi. Puis en même temps, je pense aussi à tous les gens, ma famille. Je me dis, le projet, ça y est, on est en train de boucler la boucle. Et puis voilà. Et puis je pense surtout aussi à ma grand-mère qui est bretonne, et puis que j'ai perdu aussi le 8 août. Et qui était une femme incroyable. J'en parle dans mon premier livre. C'est comme ma maman, quoi. Ouais. Mais c'était ma grand-mère. Elle avait 100 ans. C'était une femme incroyable qui a aussi eu une vie incroyable. Et voilà. Et cette course-là, j'avais envie de lui dédier, et puis à mon grand-père aussi. Donc ouais, j'avais décidé de sortir le drapeau breton. Voilà, j'avais envie de faire ça. Et voilà, je l'ai fait. Et je suis super content parce que j'ai des belles photos que Léa a prises d'ailleurs. Et voilà, et tu penses à, voilà, enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se passent. Voilà, tu pleures, tu ris, tu t'es soulagé, t'es tellement fatigué que tu réalises pas. Par contre, tu réalises pas que tu finis ta course. Tu dis, bon, bah, ça y est, voilà, ça s'arrête. Bon, mais tu réalises pas. Mais ouais, ce drapeau breton, il était important. Voilà, j'avais envie de lui rendre hommage. Enfin voilà, c'était une femme, enfin voilà, pour toute notre famille, elle nous a apporté énormément de choses. Et voilà, et c'était je pense, le plus bel hommage que je pouvais lui rendre, c'était ça, quoi, à elle et à mon grand-père. Voilà, c'est ce que je voulais faire pour eux. Voilà, je voulais juste, voilà, c'est personnel, donc voilà, tu sais, chacun a ses petits trucs. Mais c'était important. Je voulais avoir cette photo avec le drapeau breton, et voilà, et me dire et me rappeler toute ma vie que cette course-là, je l'ai fait, et que
j'ai pu voyager pendant 330 km avec ma grand-mère dans mes pensées, dans mon cœur, et mon grand-père aussi, quoi. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure, de ces 330 kilomètres? Est-ce que c'est le partage, les rencontres, les paysages, la dureté du climat, du parcours? L'aventure humaine. L'aventure humaine. Ouais. Ouais. C'est vraiment, je crois que c'est vraiment tellement fort, tellement riche, tellement intense que, bien sûr, il y a aussi ce que tu viens de citer, mais en fait, en premier, c'est les gens que j'ai rencontrés, quoi. Ouais. Si tu me demandes mon Tour des Géants, c'est probablement un des premiers. Comme je l'ai dit au début, c'était somptueux. Ouais. Mais le premier truc qui va me venir après à l'esprit, c'est Jean-Marie, c'est Valérie, c'est Julien, Benoît, les gens que j'ai cités, Sandrine, Léa. C'est ces gens-là, quoi, qui ont égayé cette aventure, en fait, qui donnent le sens aussi au sport, qui donnent le sens à pourquoi on fait les choses, et voilà. Donc oui, il y a le partage, mais c'est ce lien humain qu'il y a eu entre nous qui était fort, et on est déjà probablement en train de se préparer une course pour l'année prochaine. D'accord. En tous ensemble. Donc tu vois, c'est pas anodin, quoi. Benoît pourra probablement pas, parce que lui il sera sur l'UTMB, il fera une course solidaire avec pareil une personne qui compte énormément pour lui. Je leur souhaite de réussir. C'est une belle aventure aussi pour une association pour les hémophiles, je crois. Et puis aussi, et puis je voulais aussi parler de Bastien. J'en ai pas parlé, mais Bastien, c'était un autre coureur aussi. On s'est croisés, et Bastien, donc c'est un coureur français qui lui portait les couleurs de l'association À Chacun Son Everest. Je vous invite à aller voir son compte, parce qu'il y a des prises d'images qui sont fabuleuses. Elles sont magnifiques, les photos. Il y aura un documentaire aussi qui sera fait par je pense, c'est des copains à lui qui l'ont suivi tout au long de la course, parce qu'ils ont leur boîte de prod, et du coup ils ont filmé en drone, tout ça. Il y a plein de belles images. Donc et puis l'association, c'est une magnifique association aussi, parce que c'est pour les enfants qui sont atteints de cancer. Donc il a terminé. Aussi avec beaucoup de fatigue, en vivant une aventure incroyable, mais il a terminé, donc ça c'est super aussi, quoi. Tu nous l'as dit au tout début, tu es infirmier anesthésiste, mais tu nous as pas dit à quel endroit tu exerçais. Non, c'est vrai. Voilà. Donc je travaille à l'Institut Bergonié, qui fait partie des 18 centres de lutte contre le cancer qu'il y a sur le territoire français. Et nous, on est le seul qui est sur vraiment la région Nouvelle-Aquitaine, hein, parce que après, le plus proche, ça va être Toulouse, l'Oncopole de Toulouse. Donc l'Institut Bergonié, on est vraiment spécialisé, sur la lutte contre le cancer. Donc on a des missions d'enseignement, de recherche et de soins. Et voilà. Et donc en fait, le fait que je sois salarié de l'Institut, qu'il y ait cette association-là qui ait vu le jour à l'Institut Bergonié dans des circonstances un peu particulières, mais qui a été créée pour essayer de lever des fonds pour financer un projet de recherche pour trouver un traitement pour les tumeurs de type sarcome. Il y avait tout ce lien, cette cohérence qu'il y avait en fait dans le projet, et je l'ai pas cité depuis le début, et je vais en parler maintenant, parce que je vais parler de Bertrand Lisiard, qui est un ami, qui est infirmier aussi comme moi, et qui est en cours, qui est même en train de se reconvertir. Et en fait, c'est lui qui a l'initiative de ce projet-là, c'est lui qui a allumé la mèche. Et tu vois, je suis content qu'on puisse en parler, parce que c'est vraiment une belle personne aussi. Il est à fond derrière moi, il est encore à fond derrière moi, parce que on aimerait aussi faire un événement autour de la remise du chèque pour l'association. Mais en fait, c'est lui qui a été aussi, l'impulsion, c'est lui qui l'a donné, parce que moi au début, j'avais un peu de réticence. Il y avait des choses qui... Et puis en fait, il y a un moment, je dis, mais arrête de te poser 36 milliards de questions, quoi. Mais il a raison, le projet, il est cohérent. Il y a du lien entre tout, entre l'association, entre moi qui suis salarié, entre l'établissement dans lequel je travaille. Donc, c'était chouette de pouvoir faire ça. Je suis très heureux, je suis très fier de ce qu'on a réussi à faire. On a récolté 3500 € sur 6 jours, parce que la cagnotte n'a pas été ouverte avant, et a été fermée à la fin de la course. Donc sur 6 jours, on a récolté 3500 €. Et donc le projet de recherche, c'est le projet RHU Condor, qui a encore du lien, puisque il est quand même l'Institut Bergonié à l'initiative de ce projet, mais il y a aussi Gustave Roussy, l'INSERM, et l'Institut Léon Bérard à Lyon, qui aussi contribuent à faire en sorte qu'il reste encore 2 ou 3 ans sur ce projet-là, d'aboutir à quelque chose qui va vraiment changer la vie, notamment des jeunes patients atteints de ce type de tumeur.
parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de traitement entre guillemets efficace. Mhm. Et là, l'idée, c'est d'aller vraiment chercher des marqueurs immunologiques pour faire une cartographie et être capable de pouvoir proposer alors un type de traitement qui font partie des immunothérapies et qui vont vraiment cibler le type de tumeur et vraiment pouvoir être efficace en fait sur la lésion tumorale. C'est pour ça que comme c'est des maladies rares, donc qui demandent beaucoup de recherche, ils demandent des fonds. Et donc du coup, est-ce qu'il y a possibilité de soutenir cette recherche par le biais d'une cagnotte actuellement? Il y a deux manières. Il y a Ouais. une manière qui est dans quelques mois, qui est de participer à la course du Petit Prince, du coup, pour ceux qui habitent dans la région bordelaise, qui a lieu au mois de mai, qui est très très bien organisée et qui progresse. Là, c'était la 3e édition cette année, ça va être la 4e l'année prochaine. C'est Barry et Jean-François Subilo qui l'organisent et d'ailleurs je leur fais un petit coucou et pareil, ils ont été à fond derrière moi pendant tout le temps de la course et même avant et encore maintenant. Et c'est des deux personnes vraiment voilà. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est pareil avec une histoire de vie particulière. Enfin voilà, et ils mettent une énergie incroyable dans l'organisation de cette course pour faire en sorte que ça aboutisse à quelque chose, ce projet de recherche. Ça, c'est une des premières manières, en tout cas, de contribuer. Et puis la deuxième, c'est d'aller sur leur site et on peut faire un don sur leur site. C'est la course du Petit Prince. Et voilà, il y a un onglet faire un don et voilà, avec Hello Asso. Et voilà, et puis bien entendu, parce qu'il faut toujours trouver quand même des arguments, c'est que 66% du montant du don peut être déductible des impôts. Donc si vous donnez 100 €, vous pouvez déduire 66 € de votre déclaration d'impôt. Voilà, et pour donner voilà. Mais si vous pouvez donner 1 million ou 100 000, ou voilà, allez-y. Hein. Allez-y, ne vous privez pas. On va mettre le lien en Le description. lien du site, ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a aussi le groupe 3V, par exemple. Je crois que c'est Vouloir, Vaincre et Vivre, les 3V du coup. Et voilà, et Jean-François et Marie sont aussi impliqués dans cette association-là qui finance beaucoup de projets à l'Institut Bergonié. Il y a beaucoup d'aménagements qui sont faits pour les patients. Il y a le jardin Corentin. Il y a des choses, beaucoup de choses qui sont mises en place grâce à cette association-là, à l'Institut Bergonié. Je parle de l'environnement qu'il y a au sein de l'Institut, mais je parle aussi dans les services. Il y a des projets aussi qui sont faits à la montagne, enfin à travers différents défis sportifs avec des soignants et des gens atteints de pathologies cancéreuses. Je parle de Jean-François et de Marie, mais il y a plein d'autres bénévoles aussi qui œuvrent aussi quotidiennement à l'Institut. Et voilà, il faut mettre ça en avant aussi parce que voilà, ces personnes-là, elles apportent beaucoup aux patients aussi à travers de beaux projets. Et donc voilà, je crois que c'est important d'en parler aussi quand on parle de l'Institut Bergonié en tout cas. Voilà. On pourrait en parler encore, il y a plein de choses à dire. Mais les gens qui ont envie de savoir pourquoi c'est la course du Petit Prince, pourquoi ça s'appelle comme ça, voilà, je les invite à aller voir le site et à aller lire voilà, le pourquoi du comment. Voilà, il y a une vraie signification, il y a une vraie symbolique. Moi, j'ai relu Le Petit Prince de Saint-Exupéry pendant les vacances, voilà, pour certaines raisons, et voilà. Enfin, c'est une belle asso. J'ai vu que tu avais créé un club de trail, c'est ça, dans l'Institut Bergonié? Il y a l'association sportive et culturelle de l'Institut Bergonié qui m'a aidé financièrement, notamment pour l'inscription. Mais c'est pareil, il a fallu présenter le projet, voilà, démarcher, envoyer des mails. Et donc oui, on a créé depuis là fin du mois une section trail et running. Donc voilà, c'est en train de se lancer tranquillement. Voilà, il y a Sarah qui est avec moi, Paul aussi. Enfin voilà, on est plusieurs à impulser ça. Et puis et donc ouais, c'est chouette. Après, il y a une section yoga, il y a du rugby touch, il y a de la pétanque, du foot, du futsal. Enfin voilà, c'est en train de se développer petit à petit aussi. Donc ça c'est cool. Et puis ensuite dans d'autres partenaires que j'ai eu, il y a aussi voilà un labo privé qui m'a aidé financièrement et qui s'appelle Explicite, qui est basé à l'Institut Bergonié aussi et qui est aussi impliqué dans le projet de recherche RHU Condor. Donc merci à Alban et à Loïc et à Pierre-Emmanuel aussi, parce qu'il y a une petite vidéo qui avait été faite pour promouvoir le projet, et Pierre-Emmanuel, c'est lui qui a fait le montage, qui a fait le tournage, tout ça, donc c'était une expérience superbe aussi, en plus avec une belle personne, donc c'est cool. Après il y a aussi la marque CB
le lunetier CB qui m'a accompagné. Donc merci Will. Voilà, je pense qu'il écoutera le podcast, donc je le remercie. Et voilà, ils m'ont vraiment accompagné aussi d'une très très belle manière. Voilà, comme quoi il y a des grandes entreprises qui peuvent aussi faire de belles choses, mais sans non plus en faire des caisses. Et voilà, c'est rempli d'humilité, pardon, et aussi de belles valeurs autour du sport. Et puis après, il y a le service communication aussi de l'Institut Bergonié qui m'a accompagné. Et puis au Vieux Quempère aussi à Bordeaux qui m'a permis d'avoir des prix intéressants sur quand même pas mal de matériel. Donc voilà, c'était quand même chouette. Et je pense que c'est important aussi de parler de toutes ces personnes qui ont gravité autour du projet et qui ont aussi fait partie de cette aventure-là, même si c'était en amont et pas pendant la course. Mais c'est important d'en parler parce qu'ils auraient très bien pu aussi ne pas adhérer au projet et au contraire, il n'y a jamais eu d'hésitation. Donc voilà, il y a voilà, surtout par exemple, je parlais de l'association sportive de Bergonié, Edwige par exemple, c'est la présidente de l'asso, direct, elle a été à fond quoi. Et voilà, et pas qu'elle au sein de l'asso, mais voilà, enfin toutes ces personnes-là, toutes ces marques-là que j'ai citées, voilà, ils ont adhéré au projet. Je suis content de pouvoir aussi en parler. Voilà. Mais oui, il y a une section trail running pour les salariés de l'Institut Bergonié depuis une semaine. On a fait la première sortie hier, tu vois. Donc, et qui peut vous rejoindre d'ailleurs? C'est les salariés de l'Institut Bergonié et les ayants droit. Donc la famille. Voilà. Après, s'il y a des gens qui veulent venir partager un run avec nous, il n'y a aucun souci. Il faut aussi le dire, c'est important. Bien sûr. L'Institut Bergonié, il y a des gens, effectivement, la vie s'arrête à l'Institut Bergonié, mais il y a aussi des projets, des choses qui repartent à l'Institut Bergonié parce que les gens guérissent de leur cancer. Et puis nous, notre rôle de soignant au quotidien, et je tiens aussi vraiment à mettre en majuscule tous les professionnels de santé, du médecin à l'agent de service. Tous ces gens-là, ils ne travaillent pas par hasard à l'Institut Bergonié. Je pense que tout n'est pas parfait, mais on a un vrai état d'esprit, je pense. Et je tenais vraiment aussi tous à les saluer parce que on fait tous notre taf du mieux qu'on peut. On essaie d'accompagner au mieux qu'on peut les patients qui viennent et qui sont effectivement dans des situations parfois très très délicates, mais avec toujours d'humilité face à la maladie aussi, et puis toujours avec beaucoup de bienveillance. Et donc voilà, je voulais en parler parce que c'est important. C'est pas parce que j'en fais partie, c'est parce que voilà, on a eu un gros coup de projecteur en 2020. Et puis après, tout s'est essoufflé comme d'habitude, mais on en revient encore à toujours l'immédiateté des choses. Voilà, et donc voilà, je crois que c'est important aussi d'en parler parce que oui, on a besoin de soignants dans un pays comme le nôtre, dans tous les pays, mais voilà, et c'est important d'en parler. Et puis cette association sportive et culturelle de Bergonié, c'est aussi remettre du lien entre les gens qui se côtoient pas quotidiennement, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Parce que on croise des gens qui travaillent aux ressources humaines, on croise des gens qui travaillent en radiologie, au laboratoire, dans les services de soins, et tout ça, ça crée du lien. Et en fait, on se rend compte qu'on est tous, on a tous cette fierté de travailler à l'Institut Bergonié. Encore une fois, tout n'est pas parfait, mais il y a cette fierté-là. Et voilà, moi j'ai été très fier de mettre en avant l'endroit où je travaille, et voilà, et de représenter. Sans non plus avoir cette prétention démesurée de dire je représentais les salariés de l'Institut Bergonié, mais en tout cas, il y avait une partie de l'Institut Bergonié qui était que j'avais envie de mettre en avant, et voilà, et voilà, je suis très fier de travailler dans cet institut. Ça fait plus de 10 ans que j'y travaille. On est très nombreux à travailler depuis aussi de nombreuses années, donc c'est aussi le signe que la qualité de vie au travail, elle existe, et qu'on est vraiment fier de ce qu'on fait et de ce qu'on propose aux patients. Je suis tout à fait d'accord avec toi je crois que ça pourrait faire l'objet d'un podcast entier sur les bienfaits du sport dans le milieu professionnel, de tout ce que ça peut apporter sur la santé, sur les liens entre les salariés. Un truc, c'est effectivement sur la qualité de vie au travail, l'activité physique aussi, même quand on est atteint d'un cancer, c'est extrêmement important. Il y a encore beaucoup de choses qui évoluent, beaucoup de connaissances qui sont en train de se développer autour de la réhabilitation précoce, sur des choses. En gros, c'est préparer, entre guillemets, je vais employer des termes un peu génériques, mais préparer physiquement, en gros, le patient pour
pour qu'ils puissent mieux supporter certaines chirurgies lourdes, par exemple. Mais même sans ça, sans forcément bénéficier d'une chirurgie qui est impactante, maintenir une activité physique pendant qu'on a un traitement de chimio, de radiothérapie et d'immunothérapie, c'est extrêmement important, vraiment. Donc il y a ce message-là aussi à faire passer, c'est que c'est important, ça permet beaucoup de choses, ça permet de diminuer la fonte musculaire. Enfin, il y a plein de processus qui sont en jeu dans l'activité physique et qui sont importantes. Et je pense que c'est ces messages-là aussi qu'il faut qu'on mette en avant, c'est que il y a des coachs d'activité physique adaptée qui sont à l'Institut Bergonié et qui font un super travail aussi avec les patients. Et voilà, je crois que c'est bien qu'on en parle aussi. Ah, exactement. Et ben ça, une minute, mais au moins, ça existe et c'est important. Ouais. Voilà. Et en fait, même de toute manière, à la base, l'activité physique, on ne parle pas forcément de sport ou de choses qui sont dans le intense. De bouger, c'est important pour la santé. Point, c'est tout. Et c'est pas une histoire d'aller dans l'extrême ou pas. Il faut bouger. Il faut bouger régulièrement. Il y a plein de soucis de santé publique qui sont liés juste au fait qu'on ne bouge pas assez. C'est quand même un truc dingue, et c'est un truc qui est assez simple quand même, hein. Marcher, courir, faire du vélo, nager, enfin c'est ça. C'est pas des choses qui sont onéreuses quand même, hein. C'est ça. Si on veut, la course à pied, ça peut coûter très cher, hein, mais une bonne paire de tennis, un short, un t-shirt, c'est à la portée de tout le monde. J'avais envie de parler, on en a parlé un peu au début, mais de quelque chose d'un peu novateur que tu proposes à titre personnel. Enfin, c'est par l'hypnose. Donc, je ne sais pas si tu voulais nous dire quelques mots par rapport à ça. Encore une fois, ça fait partie de mon parcours de coureur. Il y a eu un moment où j'ai eu recours à l'hypnose pour bien sûr mon activité, le trail, et puis aussi à titre personnel. Et puis après, dans mon parcours professionnel aussi, j'ai toujours été au contact de gens qui étaient formés à l'hypnose, qui employaient cet outil tous les jours avec les patients. Et du coup, ça m'a donné envie. Voilà, il y a quelque chose qui est né en moi, et je me suis dit, cet outil, c'est incroyable comme outil. En tout cas, pour moi, ça m'a apporté énormément. Ça m'a aussi, en plus du trail, de l'activité et du sport, ça m'a aussi aidé à évoluer, à progresser sur beaucoup de choses. Et du coup, je me suis formé. À l'Institut Bergonié, dans le cadre des formations professionnelles, on m'a financé mon DU, mon diplôme universitaire en hypnose thérapeutique. Et du coup, je pratique l'hypnose au bloc opératoire. Et puis, à côté de ça, je me suis dit, mais l'apport de l'hypnose pour un athlète, pour la gestion des émotions, l'anxiété, même des troubles du sommeil, c'est quand même un outil qui est très intéressant. Et du coup, je me suis dit, écoute, c'est pareil, faut essayer. Je peux pas savoir est-ce qu'il y a d'autres athlètes qui vont aussi peut-être se dire, tiens, ça peut peut-être m'apporter quelque chose. Et du coup, j'ai créé Hypnosis Sport pour essayer de développer la pratique de l'hypnose auprès des athlètes, ce que je disais au début, qu'ils soient professionnels ou non professionnels. C'est sur des problématiques, alors c'est vrai que c'est surtout lié à la gestion émotionnelle qu'on peut avoir face au stress, à l'angoisse d'une compétition. Donc c'est vraiment tourné autour de ça. Mais voilà, c'est passionnant. C'est le tout début de l'aventure, ça fait 1 an, hein. Donc je dois être à peu près à une quinzaine d'athlètes déjà accompagnés. D'accord. Avec des athlètes qui, c'est comme je dis à chaque fois, l'hypnose, c'est de la magie sans vraiment être de la magie non plus. Soit la personne elle est déjà prête à faire un bout de chemin avec l'hypnose, et auquel cas, effectivement, on va obtenir des résultats. Ou soit, auquel cas, c'est aussi peut-être un peu par curiosité. Et puis j'ai eu 1 ou 2 athlètes qui n'ont pas donné suite, après 1 ou 2 séances, quoi. Mais ça regarde chacun. Il n'y a pas de jugement du tout. Ça fait partie de leur parcours. Il y a des athlètes, au contraire, où il y a vraiment eu des évolutions dans leur manière d'appréhender la compétition, tout ça. Donc pour le coup, c'est vraiment chouette, parce que du coup, ça valide un peu
le projet et puis le fait que je crois en en ce que je fais aussi, quoi. Ouais. Donc voilà, après j'ai d'autres projets de formation pour faire aussi étayer un peu ma palette d'outils à proposer aux athlètes. Voilà, j'avais passé une certification en prépa mentale aussi pour voilà, au moins avoir une trame, voilà, une structure pour l'accompagnement des athlètes. Je peux encore me former, il y a plein de choses à faire, à proposer. Voilà, c'est hyper intéressant, c'est enrichissant aussi sur le plan personnel, donc c'est chouette. Puis j'ai aussi toute mon expérience que je peux aussi proposer. En tout cas, l'objectif, c'est pas de venir servir d'exemple, mais ça me sert aussi à percevoir des choses des fois dans le discours de certains athlètes. Et donc de pouvoir après, avec l'hypnose, venir balayer certaines choses et proposer, parce que l'hypnose, c'est proposer, c'est suggérer des choses pour que la personne, intérieurement, elle fasse son chemin et trouve ses propres ressources. Voilà. Dit comme ça, c'est un peu peut-être Non, abstrait, mais mais il y a beaucoup enfin, souvent, voilà, on stocke tellement d'informations, tellement de choses dans notre cerveau qui est pas encore complètement exploré, hein, les connaissances en neurosciences, tout ça, c'est en train de c'est en train de s'expandre, c'est hyper intéressant, c'est même passionnant. Mais on stocke toutes ces données, il y en a qu'on va tout de suite exploiter, puis il y en a plein qu'on va stocker. On stocke tout le temps plein d'informations et puis il y a des fois en fait où on se retrouve confronté à des problématiques. Et l'hypnose, l'idée en gros, c'est d'aller chercher toutes ces choses qu'on a stockées un peu en nous, qu'on a stockées en nous et de les remettre en mouvement pour trouver une solution. Parce qu'on a toutes les ressources, on a toutes nos expériences de nos vies qui nous permettent aussi d'avancer, quoi. Et puis l'idée, c'est aussi de pas rendre l'athlète dépendant de cet outil. L'idée, c'est aussi après de lui transmettre le fait que l'auto-hypnose, ça peut aussi s'utiliser pendant une compétition. Ça peut apporter beaucoup de choses, quoi. en tout cas, c'est hyper intéressant. Et écoute, si des gens souhaitent tester par curiosité ou parce que Ou du moins, ou déjà me contacter. te Enfin, contacter, parce que l'idée, c'est pas non plus. non, C'est là, on en parle, mais voilà, ouais. s'il y a des gens, l'hypnose, ça les intéresse, ils ont envie d'en savoir un petit peu plus, ils peuvent me contacter aussi, il y a aucun problème, ce sera avec grand plaisir. Je crois qu'il y a beaucoup de fausses images qui sont en lien avec l'hypnose, notamment liées à ce qui se passe à la télé. Ouais. Mais c'est quand même de l'hypnose, ce qu'on voit à la télé. Ce qu'on voit pas, c'est tout le travail qu'il y a avant, qui est fait avant. C'est du spectacle, donc mais c'est quand même de la pratique de l'hypnose. Donc il y a cette impression que voilà, de choses un peu marabout. Enfin voilà, l'hypnose qu'on utilise à l'hôpital et qui s'appelle l'hypnose ericksonienne, elle est complètement différente. Ouais, c'est un acte médical, c'est surtout ça, quoi. Médical, oui et non, parce qu'on est aussi des paramédicaux à être formés. Il y a aussi des médecins qui sont ouverts au fait que l'hypnose soit pratiquée par des paramédicaux. Et notamment, c'est le cas de Sylvie Colombani, une médecin anesthésiste avec qui je travaille et que je salue aussi, parce que c'est aussi elle qui m'a un peu transmis cet intérêt pour cet outil incroyable. Et voilà, et elle est vraiment, c'est aussi une belle personne qui est un fort caractère, mais qui sait transmettre les choses et qui est vraiment pour le partage, quoi. Donc ce n'est pas en tout cas une technique qui est réservée aux médecins. Voilà, il y a des kinés qui pratiquent l'hypnose, il y a des infirmiers, il y a voilà des médecins anesthésistes, des gynécologues, des sages-femmes. Enfin voilà, il y a des dentistes aussi. Avec une utilisation de l'hypnose qui est fabuleuse parce que il y a des gens qui sont phobiques du dentiste, hein, il y en a beaucoup qui ont peur d'aller chez le dentiste. Et voilà, et ces personnes qui sont formées à l'hypnose, elles embellissent leur métier, elles embellissent la manière dont on perçoit les soins dentaires. C'est un exemple, hein, mais voilà, c'est pour aussi étayer le fait que l'hypnose, c'est vraiment un outil incroyable. Il y a tout un tas d'applications et en tout cas, ça m'a l'air vraiment très passionnant et c'est vrai que, écoute, peut-être qu'on en reparlera peut-être dans un autre podcast si on est amené. Avec plaisir. Là, au gré des avancées de tes travaux. Je pense que ce serait très intéressant et ça pourrait plaire également aux auditeurs. C'est quoi les prochaines courses, les prochaines échéances pour toi? Alors, tout à l'heure, je parlais de Jean-Marie, Valérie et Julien, on était en train de se caler. Alors, Valérie, je sais pas trop encore ce qu'elle va vouloir faire, mais nous, on va sûrement s'aligner sur la Pika Pika en août prochain. D'accord. C'est pas encore validé 100%, et il faut que j'en parle aussi à la maison, hein.
Bien sûr. Mais bon, allez, je l'ai déjà un peu évoqué. Et dans l'objectif de préparer le Grand Raid de la Réunion, la Diagonale des Fous, l'année prochaine. Voilà. En gros, c'est l'idée. Voilà, c'est l'idée, l'objectif de l'année 2025, ce sera le Grand Raid de la Réunion. Et voilà, il y aura aussi la Pika Pika et puis peut-être quelque chose en juillet. Mais voilà, il n'y a rien à arrêter. En tout cas, Greg, je te remercie pour être venu sur le podcast parce que tu es le premier invité, mon premier invité de Dimanche Running. Moi, j'ai passé un super moment aussi. Je suis très content. Voilà, je suis le premier. C'est quand même, c'est cool. Et j'ai passé vraiment un super moment. Et je pense que si tu vois, on pourrait encore discuter encore pendant, je pense, au moins 1 heure, 1h30. Hein. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Bah écoute, on se dit peut-être à une prochaine fois. On va dire ça comme ça. Écoute, pourquoi pas. Hein, faut rien s'interdire. Exactement. Et puis voilà. Puis je te souhaite voilà aussi de faire perdurer ce podcast avec, comme je te disais, ce côté vraiment le running pour tous, et sans prise de tête, et ça fait du bien aussi, quoi. Et surtout, n'oubliez pas, kiffez la vie maintenant, car plus tard, il sera trop tard. Le running est une fête. Ciao!